Podcast chez Cavant, en collaboration avec Hockey Ballers, Bowl Nutrition, DA Sport, Rénovation Calfeutrage Alcam, Deck RDP, Future Generation Sport Collection Card, Cadence Virtuelle, FDHL, All-Star Cup, Golden Break, Sliders Keepers, AAD Lab, Gestion Arvika Inc. McDonald, La Voûte Sportive, Deck pour qui s'abrevoit, Focus Gardien de but. Prépare-toi, l'échec avant arrive en direct dans ton écran dans quelques instants. Édition du 12 juillet 2025, c'est parti! L'échec avant où le sport s'anime, des départs passionnés, des moments sublimes du hockey de la NHL au touchdown de la NFL. On vit chaque instant, on brille intensément. Les statistiques en main, on décrypte chaque jeu. Des frappes de la MLB au but ambitieux, la MLS qui monte la CFL en force. Chaque discipline nourrit nos échanges, nos ressources. C'est plus qu'un micro, c'est un rendez-vous. Une équipe, une passion, un esprit fou. On plonge dans les faits, on questionne, on apprend. L'échec avant, c'est le sport différent. Mesdames, Messieurs, bonsoir à tous et bienvenue à votre échec avant. Le podcast sportif, là, où tous les amateurs de sport se donnent rendez-vous en grand. Édition du 12 juillet 2025, où on a une grosse heure et demie de show pour vous ce soir. Et oui, pour la première heure, segment 100% LNH du haut de la passerelle. On termine pour de bon le segment LNH jusqu'à la reprise des hostilités lors des camps préparatoires, matchs pré-saison et saison régulière en septembre et octobre prochain. Par la suite, à 21h, se suivra le segment 100% LCF, segment qui recouvre les actualités de la Ligue canadienne de football. Le segment premier les buts avec Cédric Paquette. Sans plus tarder, mesdames, messieurs, pour ce segment de 20h en compagnie de Danick Boudreau et Cédric Paquette, voici les sujets de ce soir. Premièrement, on revient sur le draft qui a eu lieu le 25 et 26 juin dernier en direct de Las Vegas, alors que la vedette de ce soir-là était notamment Gary Bettman. Ensuite, eh bien oui, on fait le tour des choix repêchage de la ronde numéro 1, les transactions intéressantes lors de ce repêchage avant, pendant et après. Ensuite, on vous fait un étendu des transactions qui ont eu lieu et des signatures lors du 1er juillet, un peu avant également, et ensuite, les jours qui ont suivi le 1er juillet également. Cédric Paquette, la voix mielleuse de votre échec-avant, comment ça va? Ah, super bien, vous autres? Ça va très bien. Danick Boudreau, comment vas-tu? Très bien, toi? Ça va très bien, ça va très bien. Les gars, on a du pain sur la planche. On a un gros show à donner aux gens. J'y vais avec une première question au sondage pour vous, mesdames, messieurs. On a 3 questions durant la prochaine heure et on y va avec la première. Gênez-vous pas à répondre. Et la suivante, êtes-vous satisfait du repêchage du CH? 3 choix de réponse s'offrent à vous. Oui, non, j'aurais aimé qu'il repêche en première ronde. Donc voilà les 3 choix pour vous. Pour la première question de 3 dans ce fameux sondage. Messieurs, je vous pose la question d'entrée de jeu avant d'aller vers les choix au repêchage de la première ronde. Êtes-vous satisfait globalement du repêchage canadien? Cédric? Oui, absolument. J'avais dit avant le repêchage qu'il allait pas repêcher en première ronde, fait que j'étais pas un des surpris. Pour moi, j'étais très satisfait de leur travail là, au repêchage. Danick? La même chose de mon côté. Très satisfait. On était chercher un défenseur de premier plan. De mon côté, très très satisfait. Je pense que c'était vu dans l'air. On le sentait que Kent Hughes et Jeff Garton préparaient quelque chose.
Gary Bettman qui a voulu faire un peu des éclats lors du draft a attendu jusqu'au 16e choix avant de l'annoncer. Alors que tout le monde ici le savait depuis déjà plusieurs heures avant le début du repêchage. Je suis pas prêt à dire que je m'attendais à voir Noah Dobson débarquer avec le Canadien de Montréal. On en avait parlé dans le passé de défenseurs susceptibles d'être intéressants pour le Canadien. C'est vrai que tu en avais parlé de Noah Dobson, mais on y croyait peu. On se disait que ça pouvait pas être vraiment possible. On savait pas trop non plus qu'est-ce que les Islanders allaient faire. Et là, les Islanders qui, congédient leur directeur général, engagent Mathieu Darche. Mathieu Darche qui mentionne vouloir Matthew Schaefer qui, selon lui, est un défenseur numéro 1. Un futur défenseur numéro 1. Donc, a-t-il affiché ses couleurs sans le vouloir nécessairement? Je pense que c'est somme toute un peu là, la donne de ce côté-là. Le Canadien qui voulait bouger, le Canadien voulait échanger son 16e et 17e, et on vous le rappelle. Le Canadien avait son propre choix au repêchage et détenait le choix des Flames de Calgary, qui avait été acquis dans la transaction en voyant Sean Monahan au Canadien. Quand on avait acquis Monahan et son gros salaire, on s'était fait offrir un choix de première ronde en guise de compensation. Et ce choix au repêchage a finalement servi dans la transaction en voyant Emil Heinemann, le 16e et 17e choix du dernier repêchage en première ronde, contre le défenseur Noah Dobson, qui a paraffié ensuite une entente de 8 ans à une valeur annuelle par saison de 9 500 000 $. Marc-André Gignac qui dit sur la messagerie, peut-être pas un défenseur de premier plan, je suis pas d'accord, mais pourrait être un bon sur la deuxième paire. Là, je sais pas s'il parle de Schaefer ou s'il parle de Dobson. De mon côté, là, je vous pose la question, les gars. Ayant vu ce qu'on a offert à Noah Dobson, j'imagine qu'on doit s'attendre, somme toute, à un contrat similaire envers Lane Hutson. Mais juste avant, comment trouvez-vous le contrat offert donné finalement à Dobson? Et j'imagine là, qu'on le voit dans un rôle deuxième avantage numérique, vu qu'on risque d'avoir Hutson sur le premier. Est-ce qu'on y va même à 2 défenseurs? Moi, j'ai l'impression que ça va être un défenseur sur chaque brigade. Première paire pour Dobson, une paire possiblement Dobson-Hutson. Comment vous voyez ça? Ben, je pense que, évidemment, là, quand tu signes un contrat de 9,5 millions, c'est pour espérer avoir un défenseur de premier plan. C'est un gars qui a eu une off-season, mettons, là, l'année passée, mais c'est un gars qui a ramassé 70 points la saison d'avant, donc c'est un très bon défenseur offensif. Un gars qui a ramassé 70 points dans un système plus défensif à New York aussi. Fait que pour moi, tu parles de premier avantage numérique, deuxième, je sais pas trop. Est-ce que les Canadiens vont vouloir peut-être enlever un peu de pression sur les épaules de Demidov là, pour commencer sa carrière, dans le fond, peut-être lui laisser plus de temps sur le deuxième avantage numérique, mettre Dobson sur le premier, je sais pas. Mais je pense que c'est ce qui me dérange peut-être un petit peu dans le contrat qu'on a offert à Dobson, c'est justement la valeur du contrat de Lane Hutson après ça. Parce que tu as quand même 2 très très excellents défenseurs offensifs. Donc Lane Hutson va probablement vouloir un contrat dans ces eaux-là aussi. Mais je pense que somme toute, quand on voyait, là, on entendait parler des valeurs de 11 millions et demi à New York avant l'échange. Je dis pas qu'on l'a signé à rabais, mais ça fait quand même un peu moins mal. C'est quand même 1,5 million de moins là, quand tu regardes ça comme ça. Donc je pense que c'est beaucoup d'argent. J'espère que ça va être que ça va être un bon contrat à long terme. Je pense qu'avec le cap qui va monter là, de quand même beaucoup dans les prochaines saisons, ça devrait être de moins en moins pire. Puis c'est un gars qui est encore jeune, là, qui a 25 ans, donc je pense qu'il peut grandir dans un rôle peut-être un peu plus pas refermé, mais un peu plus tranquille avec les Canadiens, que tu as un défenseur de premier plan offensif en Lane Hutson, un défenseur de premier plan défensif en Kaiden Guhle. Je pense qu'il va avoir un rôle un peu moins grand, puis il va être capable de grandir étant un meilleur défenseur qu'il était à New York, selon moi. Noah Dobson a, si on regarde là, jusqu'à présent, joué 6 saisons dans la Ligue nationale de hockey, 34 matchs, 46 matchs, 80, 78, 71, 79 et 71. On peut donc dire que ces 4 dernières saisons sont des saisons, somme toute, définies comme complets. Lors de la saison 2021-2022, a terminé avec 13 buts, 38 passes, 51 points en 80 matchs, avec un différentiel de moins 3. 2022-2023, c'est 78 matchs, 13 buts, 36 passes, 49 points, plus 4.
2023-2024, c'est 79 matchs, 10 buts, 60 passes, 70 points plus 12. La saison passée, 2024-2025, en 71 matchs, 10 buts, 29 passes, 39 points, moins 16. Par contre, les Islanders ont connu des difficultés. On a eu un système plus défensif qu'offensif, ce qui a peut-être là, pas aidé la cause d'un gars comme Noah Dobson. Danick, je te pose la question à la suite de ce contrat-là donné et à tous ceux et celles qui disent que c'est cher payé pour un gars de 39 points. Je pense que tu vas être d'accord avec moi de se dire la dernière saison, il faut l'oublier. On peut pas se baser sur cette saison-là pour définir le défenseur qu'est Noah Dobson. Mais je pense plutôt de reculer d'une saison. Donc, la saison où il a eu un 70 points. Et même le défenseur là, qui, pendant 2 saisons de suite, a eu 51 et 49 points. Je pense qu'on est prêt à dire que Noah Dobson, dans une brigade comme celle du Canadien, va être capable de franchir probablement le plateau des 50, c'est pas 60 points. Là. Ben, effectivement, tu sais, si on y va avec l'intelligence, je pense, de Ken Hughes dans ça, Marc-Olivier, ben, comme tu l'as mentionné, 51 points, 49 points, 70 points. Il l'a fait avec Xander Zemiak, que ça passait par lui. Maintenant, dans le Canadien, il y a un Leonardson qui va pouvoir l'aider de ce côté-là. Fait que je pense qu'il va pouvoir rentrer dans sa chaise, être plus libre. Puis je pense qu'à Montréal, on a des bons attaquants, Caulfield, Demidov, tu sais. C'est bon pour des défenseurs offensifs. C'est sûr que le jeu défensif des Islanders, peut-être la saison dernière, est venu rendre la vie difficile à Noah Dobson. On le sait, quand tu as quelqu'un d'offensif puis tu dois jouer dans un système défensif, c'est 2 choses différentes, mais il faut regarder les belles choses, l'amélioration qu'il a faite de saison en saison. Puis pourquoi il y a eu une saison de 70 points, mais c'est parce que le gars, il est offensif. Il jouait peut-être plus dans un système plus offensif que défensif lors de la dernière saison. Mais Ken Hughes, c'est des gens intelligents. S'il était le chercher, c'est parce qu'il n'avait besoin aux besoins du Canadien. Ça va nous permettre, sur le deuxième peut-être avantage numérique, là, avec peut-être l'aîné qui va être encore là, mais ça va être offensif. Là. Le Canadien a donc été chercher le défenseur droitier qu'il avait de besoin. Ça veut donc dire qu'il n'y a plus de besoin au niveau des défenseurs. On a remplacé le défenseur droitier qui était David Savard. Un défenseur plus offensif, mais tout de même capable de jouer défensivement. Ma question qui suit, là, bon, on a Hudson sur la brigade 1 de l'avantage numérique, Dobson sur la brigade numéro 2 de l'avantage numérique. Peut-être qu'on va les voir les deux ensemble sur un avantage numérique aussi, c'est possible, étant donné que généralement, là, la deuxième avantage numérique, c'est une fin de séquence, donc il reste un 30 secondes, un 25 secondes, peut-être un 40 si on est chanceux. Dans cette définition-là, puis dans cette stratégie-là qu'on voit du côté du Canadien, est-ce qu'on peut dire maintenant que Mike Matheson est susceptible de peut-être être transigé ou sera utilisé un peu plus sur le désavantage numérique qu'à l'avantage numérique? Je pense qu'il va prendre sa chaise dans le désavantage numérique. Tu sais, on l'a vu faire ça l'année passée beaucoup. Il a pris un rôle un peu plus défensif après avoir cédé sa place sur le premier avantage numérique. Donc, je pense que tu as un bon point là-dedans. Est-ce qu'il pourrait être échangé? Je pense que ça pourrait être intéressant parce qu'un gars qui était vu comme un défenseur de première paire il y a de ça peut-être 2 saisons, qui se ramasse maintenant probablement sur une 3e paire, probablement sur la 2e, mais il y a quand même des chances qu'il termine sur une 3e paire si on décide de faire jouer les 2 défenseurs droitiers qu'on a présentement sur les 2 premières paires, pour pas avoir de gaucher à droite, mettons, sur les 2 premières paires. Tu as, mettons, Hudson, Dobson, puis Goulet, Carrier comme 2 premières paires. Est-ce qu'on pourrait être tenté d'échanger Mike Matheson pour essayer de faciliter, de trouver un remplacement pour le 2e joueur de centre ou de trouver... Je sais qu'on n'a peut-être pas nécessairement un énorme besoin maintenant comme défenseur droitier, mais je pense que ça ferait pas de mal d'avoir un défenseur droitier sur la 3e paire aussi, pas juste sur les 2 premières. Donc je pense que c'est une possibilité qui est intéressante, mais c'est certain que ça va l'aider lui aussi de peut-être avoir un rôle plus réduit. On a vu beaucoup d'erreurs quand il joue beaucoup de minutes. Je pense que ça va pouvoir l'aider grandement, l'acquisition d'Obson à ce niveau-là. Très d'accord avec toi, Cédric, sur qu'est-ce que tu viens de dire concernant Matheson. Là. C'est vrai que la saison dernière, on a dû l'utiliser à beaucoup de minutes. C'est sûr que Matheson, dans sa chaise,
s'il joue moins de minutes, va te donner du très bon hockey, ça on l'a vu. Est-ce que c'est une bonne monnaie d'échange? Oui, mais je pense que le Canadien va regarder son besoin. Ils vont y aller avec ça pour le moment. Ils vont faire le camp d'entraînement. Tu sais, si des fois un gars comme David Rembacher, c'est une surprise, il éclate le camp, peut-être qu'on va être plus favorisé à l'échanger peut-être pour aller chercher un deuxième centre. Tu sais, on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver au camp. On ne sait pas leur idée qu'ils ont en tête. Tu sais, il peut y avoir des rues. Tu sais, il y a plein de choses qui pourraient arriver, mais je pense que si on pense là, ben on y va avec les 7 défenseurs qu'on a. On commence le camp d'entraînement avec ça, puis on va voir d'ici là. Les gars, lors du repêchage qui avait lieu à Las Vegas, les équipes, les recruteurs, les directeurs généraux et ainsi de suite étaient chacun respectivement dans leur bureau, dans leur amphithéâtre. C'était Gary Bettman qui était la bête de scène, la vedette de la soirée. Avant de passer aux sélections, qu'avez-vous pensé de ce repêchage-là? Parce que moi, personnellement, j'ai trouvé ça horrible. Déjà, quand je vois Gary Bettman, j'ai mal au cœur. Là, je l'ai vu constamment à toutes les 3 à 5 minutes. Personnellement. C'était pas bon pour le show. C'est pas le show que la LNH nous a habitués à nous donner. Je préfère, moi, j'ai envie de dire, la routine de la Ligue nationale où tout le monde est sur place, tout le monde monte sur scène. Ce qu'on nous a habitués dans les dernières saisons, ou même ce qu'on a eu à Vegas l'année passée. On peut-tu faire ça à tous les années, rendu là? Là, de ce qu'on dit, c'est que la Ligue nationale voudrait conserver ce qu'on a fait lors du dernier repêchage. Fait qu'avez-vous pensé de ça? Personnellement, j'ai pas aimé ça. Peut-être que parce qu'on n'est pas habitué à ça. Mais pour moi, je trouve qu'il y a eu un manque de professionnel. Ça n'a pas été professionnel, je trouve, pour ma part. Tu sais, le gars, il est heureux d'être repêché. Il sent la main, mais à peine à Gary Bettman. Après, il s'en va dans une salle pour parler en vidéo. Tu sais, je pense qu'il manque la connexion, là. Face à face sur le champ. J'aimais mieux auparavant, mais la Ligue nationale, ils ont été dans une autre direction. Est-ce que ça va rester? Je pense que oui. Je pense que Gary Bettman il a bien aimé ça. Ouais. Mais non, il manquait le show, je trouve. Il manquait quelque chose. Puis peut-être c'est à quoi qu'on était habitué. Là. Mais pour ma part, me faire repêcher, si c'est moi. Tu sais, je veux dire. Puis c'est vrai qu'avant de te laisser aller, là, tu sais, je veux dire, le gars se fait repêcher, il monte sur scène, donne la main à Gary Bettman, c'est bon, ça son chandail et tout. Le gars donne sa casquette à Bettman, tiens ma casquette, s'habille et tout, prend sa photo. Le gars, après ça, il s'en va dans un locker pour parler à son directeur général, puis potentiellement, genre, à l'adjoint. C'est l'équivalent de te dire... On fait un repêchage ici, là, dans le garage. Puis après ça, on s'en va dans les toilettes pour faire l'appel Zoom. Là. Hey, non, je veux dire, je la comprends pas, celle-là. Là. Tu te fais repêcher dans le salon, puis tu t'en vas dans le locker après pour faire ton appel Zoom. Là. Je l'ai pas compris pour elle. Ça a été plate, ça a été tellement raison, Pocket. Puis si, mettons, on prend le premier choix qui est sorti, le gars, il leur donne le chandail avec le signe du cancer, tout ça, c'est beau, c'est wow. C'est beau, ouais. Le gars, il est en larmes, mais j'aurais aimé ça voir le directeur général donner le chandail puis le pogner dans ses bras, puis au lieu de le regarder pleurer. Mais tu sais, à la place, c'est Mathieu Darche qui dit, après le draft, ouais, j'avais la boule à la gorge, mais tu sais, j'étais à distance. Non, c'est pas pareil. Peut-être que tu l'aurais eu pour vrai, là. Tu sais, c'est l'équivalent de te dire que côté marketing, les Alouettes avaient un Don Callis pour le laisser, on l'a libéré. Là. Pourquoi vous l'avez pas gardé? C'est du marketing. C'est juste pour faire aller les spéculations, faire parler, donner un show. Là, t'as pas donné un show, là. Ce qui aurait été bon, c'est que Gary Bettman s'enfarge dans les escaliers, mais il a pas eu besoin de les descendre ou de les monter. Fait que, je veux dire, c'est vrai, qu'est-ce que t'en as pensé? Ben, on va parler tantôt de Don Callis, on va passer là-dessus dans le segment CFL, ça me fait plaisir d'en parler. Mais
Pour ce qui est du repêchage, ce qui est malheureux, c'est que là, les directeurs généraux ont voté pour garder ce format-là. Donc, je pense que ça part du fait que les directeurs généraux n'aiment pas ça, être sur le plancher, puis parler au téléphone, puis il y a du bruit, puis je pense que ça aide pas au niveau des transactions. J'ai haï ça pareil, je donne des excuses, mais je dis pas ça parce que c'était le fun. Moi, le pire moment, je pense, c'était excusez-moi l'anglicisme, le cringe que j'ai ressenti quand les Bruins ont repêché James Higgins. Il est arrivé devant l'écran, puis les dirigeants de Boston l'entendaient pas capable d'y répondre. C'est le pauvre gars qui est repêché, tout le monde au moins a eu un petit appel Zoom au minimum. Lui, même pas capable de parler à personne. J'ai trouvé ça complètement ridicule. Puis tu sais, honnêtement, c'est vrai que moi, j'aime ça voir le contact du gars avec la direction. Tu sais, c'est la première fois que tu vas leur serrer la main officiellement comme un membre de l'équipe. Je pense que c'est quelque chose d'important. Puis, tu sais, un autre point, c'est un petit peu niaiseux aussi, mais tu as parlé tantôt quand ils ont attendu jusqu'à la dernière minute pour l'échange. Les Canadiens ont choisi d'amener Lugansdort jusqu'à Los Angeles pour le repêchage. Puis finalement, l'équipe est même pas là. Ils annoncent même pas de choix de repêchage. Puis finalement, il est venu pour rien. Je trouve ça un peu dommage aussi, là. Juste là pour appuyer sur un bouton rouge pour dire les Canadiens ont échangé le choix. Je trouvais ça niaiseux aussi. Fait que C'est moi, tellement fait. je préférerais qu'ils ramènent ça centralisé, mais je pense que les directeurs généraux voudront plus ça. Parce que c'est beaucoup plus facile de transiger des choix de repêchage dans Mais le calme puis dans le silence, mettons, là, c'était dans le vestiaire du Canadien, je pense, là, pour le Canadien en Ouais. particulier. Donc, Mais je tu sais, pense que dans c'est l'optique, ça l'idée. dans l'optique où on garde le Batman show, on pourrait penser à ramener la sphère de Vegas quand même. Là. Je pense que ça pourrait déjà donner un plus. Là. Parce que je veux dire, sinon, c'est ok, l'écran en arrière, c'était beau, là, mais. Tu sais, je veux dire, après 5 jours de pêchage, c'était long, là. Ouais, C'était puis long, honnêtement, pis tu sais, plate, là. l'année passée, on a probablement eu le meilleur repêchage en live qu'on a eu depuis longtemps, juste avant qu'il l'enlève dans live. Je trouve ça complètement niaiseux comme façon de procéder, finalement, que tu donnes un super bon show pour une fois. Tu sais, la NHL n'est pas connue pour donner des shows incroyables, puis là, c'était un des meilleurs repêchages de sport en général. Mm. Si tu regardes la NBA, c'est décentralisé. Tu regardes la NFL, c'est décentralisé. Tu sais, fait que là, t'as un bon show, t'as un bon repêchage, t'as quelque chose de spécial pour ta ligue, puis Mais là, on la laisse Ligue ça dans les nationale de bandes, c'est hockey vient dommage. exactement de faire la même chose que la NFL puis la NBA, là. Exactement. Et tout le monde Effectivement. C'est chez. Tout le dommage, monde il y à la avait de quoi de maison, c'est spécial tout, pour là. une fois, tu sais. Ouais. On va aller maintenant Mais- vers les choix. T'avais-tu quelque chose à rajouter? Non, continue. T'es sûr? T'avais l'air. Très sûr. Ok, parfait. Très On bien. va aller maintenant faire les fameuses sélections de la ronde numéro 1. Le premier show au total, sans surprise, Matthew Schaefer. Chapeau aux Islanders de New York, honnêtement. On le sait, Matthew Schaefer a perdu sa mère d'un cancer. A perdu également par la suite là, sa mère de pension, qui de mémoire là, s'est suicidée de ce qu'il rapportait là, à la télé. Donc, beaucoup d'émotions pour Matthew Schaefer qui, en mettant son chandail, a vu le logo du cancer du sein. Chapeau aux Islanders de New York, pour vrai. Matthew Schaefer, sans surprise, le premier show total de ce repêchage 2025. Le top 3 a été complété de Michael Misha du côté de San Jose et Anton Frondel, qui lui était totalisé premier chez les patineurs internationaux. Avez-vous été surpris d'un choix en particulier, à part Schaefer, lors de ce top 3-là, ou pour vous, c'était sans surprise? Moi, pour être honnête, Anton Frondel a peut-être été ma surprise dans le top 3. Moi, je pense que Frondell était vu comme peut-être même une possibilité pour le deuxième choix overall. Fait que moi, j'ai pas été tant surpris. J'ai peut-être plus de surprises là, dans les peut-être 10 choix qui vont suivre, là, honnêtement. Je pense que c'est un top 3 qui me fait du sens. Je pense que Michael Misa, c'est un très bon choix pour San Jose qui rajoute à leur jeune offensive. Il n'y avait pas vraiment de défenseur de disponible à part Matthew Schaefer qui faisait du sens à cette position-là. Donc je pense que c'est un bon choix. Puis Anton Frondel, tu rajoutes encore une fois, même chose, même situation là, à Chicago, un bon centre pour avoir un premier et deuxième centre en Connor Bedard et Anton Frondel dans le futur. Je pense que c'est ça leur idée. Donc je pense que c'est 3 bons choix, honnêtement, dans le top 3. Caleb Desnoyers, 4e avec l'Utah. Brady Martin à Nashville, 5e. Porter Martin, James Higgins, Jake O'Brien. Radim, j'étais vraiment pas heureux. Mirtka qui se fait sélectionner par les Sabres de Buffalo. Sa réaction valait
cette soirée pourrie du repêchage de la Ligue nationale, ce gars-là entend son nom, donne la main à tout le monde, accolade à tout le monde. Aucun sourire. Aucune émotion. Hey, gars, on va se le dire, là. Il jouera pas longtemps à Buffalo, ce gars-là. C'est sûr, sûr, sûr. À quel point il avait pas le goût d'être là, lui-là. Là. Ça y tente pas. Ça y tente pas en tout. Roger McQueen. Moi, y aller à Buffalo, pas de problème. Roger McQueen, qui a complété le top 10 avec les Ducks d'Anaheim. Quelles ont été tes surprises, peut-être, là, dans le top 10, Danick? Comment t'as dit ça? Est-ce que pour toi, il y a eu des surprises dans le top 10? Je sais que Cédric en a parlé, là, on va y revenir, là, mais de ton côté, est-ce qu'il y a eu des surprises dans le top 10? Ah, sans aucun doute, là. Ça, c'est dans le top 12, il y en a eu. Oui. Cédric? Ouais, ben moi je pense que Brady Martin est sorti peut-être un peu tôt, surtout quand tu dis qu'il y avait un autre joueur de centre en James Higgins qui est sorti 2 choix plus tard. Je pense que c'était peut-être une erreur de Nashville de ne pas le repêcher. Je pense que Porter Martin aussi, selon moi, est sorti tard, mais en même temps, quand tu vois que c'est tous des joueurs de centre qui ont été repêchés en avant, je pense que toutes ces équipes-là essayaient de se remplir de joueurs de centre. On voit comment c'est important dans la Ligue nationale aujourd'hui. Donc, Martin a peut-être glissé, mais c'est peut-être parce que c'est pas un joueur de centre, donc je peux comprendre. Mais comme je disais justement, James Higgins qui est sorti un peu tard. Je vais dire Roger McQueen est sorti un peu tard, mais c'est parce que je suis un très gros fan de Flash McQueen. Fait que, écoute, j'aurais aimé ça le voir sortir plus tôt. J'ai même mon petit. Ça a été hot ce que les Flash Ducks sont McQueen faites, juste par ici. exemple. Ça a été hot ce que les Ducks sont faites par Ben oui, ensuite. puis je vais être obligé de m'acheter un chandail numéro 95 de Roger McQueen bientôt. En plus, avec leur rebrand, leur nouveau logo, les chandails sont quand même assez solides. Fait que. Mais c'était pas tant une surprise. Je pense que c'était un gars projeté top 10, sorti dans la fin du top 10. Ça a du sens. Mais pour moi, James Higgins est sorti vraiment tard. Je pense que Boston a été très chanceux de l'avoir. Très chanceux. 7e au total. Tu sais, je sais pas si vous allez être d'accord, mais dans les derniers repêchages, si on en regarde entre le 5 et 10, il y a souvent des joueurs dans ce groupe-là qui sont très solides dans la Ligue nationale, puis des fois, ils ont une meilleure carrière que ceux qui ont été draftés plus haut. Là. Entre le 5 et 9, exemple. Moi, mon first overall de ce repêchage-là, c'est Radim Murtka à Buffalo. Quel homme, ce gars-là. Ça va être une future vedette avec les Sabres de Buffalo. Ensuite, Pas pour longtemps. de 11 à 32, on va y aller rapidement, là. Benjamin Kindle, Jake Nersby, Carter Bear, 13e avec Détroit, excellent choix pour les Red Wings, Carter Bear, Jackson Smith, Braden Coates, Victor Eklund avec les Islanders, Keishon Hutchinson du côté des Islanders là, qui ont repêché 16 et 17e, donc les choix de Montréal et de Calgary, Cole Reshney, Justin Carbonneau, 19e à Saint-Louis. Avez-vous été surpris qu'il sorte aussi tard pour vous, là? C'était un peu ce que vous voyez, là, pour Carbonneau? C'était à peu près dans le range où je m'y en attendais. Je pense que les rumeurs du Canadien étaient surtout dues au fait que c'est un Québécois. Je pense qu'il y a peut-être des joueurs avant lui qui auraient pu sortir un peu plus tard, mais je pense que c'est un très bon choix pour Saint-Louis. Honnêtement, je pense que c'était à peu près où je l'aurais vu. C'est sûr que si le Canadien avait gardé un des 2 choix, je pense que ça aurait été la sélection du Canadien à 16e ou 17e au total, dépendamment. Mais je pense que c'est quand tu regardes les joueurs devant lui, là, il n'y a pas grand joueur que je mettrais derrière, honnêtement, qui sont proches. Là. Je vais rien rajouter, tu t'as volé, qu'est-ce que j'allais dire? Ensuite, 20e, Piotr Andrei Anov pour Columbus, Cameron Reed, Nashville, Bill Zanin à Pittsburgh, Logan Andier du côté d'Ottawa, William Orkoff du côté de Pittsburgh, encore une fois, Vaclav Nestrazil du côté de Chicago, Riker Lee du côté de Nashville, Lyndon Lakovic, Sacha Boumedienne, Mason West, Joshua Ravensbergen, excuse-moi mon homme, Henry, je finirai pas son nom de famille, puis Colin Porter, 32e Bon, du côté. Ouais, j'ai mal à la gorge juste à dire son nom, là. Mais quand même deux gardiens dans le premier round, qu'est-ce que t'en penses, Pocket? J'ai envie de dire que c'est pas surprenant parce que
On parlait qu'il y avait une probabilité là, qu'en fin de ronde, là, justement, là, Simon Snake Boisvert là, du côté de BPM Sport, là, qui fait souvent là, avec Mathias Brunet là, les fameux podcasts, lui donne souvent là, ses listes de prospects, puis avait parlé du fait que c'était un potentiel là, Joshua Ravensbergen, la bière, de touristes. Là. Ce gars-là allait être possiblement là, vers la fin de ce draft-là ou en début de deuxième ronde. San Jose, on n'a pas beaucoup de relève. On est en reconstruction. C'est le moment de faire les moves puis d'aller chercher des joueurs qui potentiellement pourraient être importants. J'ai envie de dire qu'en fin de ronde de même, c'est un do or die. C'est un peu comme repêcher un gars en deuxième ronde. Tu sais pas ce que ça va te donner. Fait que tu sais, je peux pas dire que je suis tant surpris. Je connais pas le gars personnellement, mais j'imagine que c'est les Sharks qui ont été le chercher. C'est que potentiellement, à 6 pieds 6, 191 livres, ça peut être quelque chose de potable là, devant le filet. Effectivement. Un très bon prospect dans le filet aussi. Honnêtement, moi, je suis surpris que ce soit le deuxième gardien qui est sorti. J'aurais cru qu'il aurait pu sortir plus tôt. Puis, juste pour passer, parce qu'on a passé vite, là, je trouve que le choix de Pittsburgh de prendre Bill Zonin, étant Pittsburgh, j'aurais échangé pour reculer de quasiment 10 choix parce que Zonin n'était pas vu avant au moins 27 par, d'après moi, personne. Il aurait pu aller chercher peut-être un autre joueur pour mettre sur le roster dès cette saison, puis avoir leur joueur quand même. Je pense que ça, c'était peut-être un mauvais choix. C'est malheureux parce que Bill Zonin, c'est quand même un Québécois. J'espère qu'il va avoir une belle carrière dans la Ligue nationale, mais je pense que c'était peut-être pas le bon spot pour le choisir pour Pittsburgh. Je pense qu'il aurait pu descendre au repêchage et l'avoir quand même. Très bon point, Cédric. Je trouve que tu nous as déjoué, moi, puis Pocket. On a vraiment été mauvais. On ne l'a pas collé. Du côté du Canadien de Montréal, voici les sélections. 34e, Alexander Zarovski. Et ça, Simon Snake Boisvert, j'en parlais tantôt. Et même Bob Hartley en a parlé là, lors de son édition du tournoi de golf il y a quelques jours. Que selon ses sources, ça pourrait être un excellent joueur du côté de la Russie. Un excellent patineur, très très habile. 6 pieds 1, 193 livres, ailier droit, gaucher. Ensuite, Aiden Popanekis du côté de Kelowna. Bryce Pickford, Arseny Radkov, John L.G. Mooney. L.G. Mooney. Les gars, est-ce qu'on a été chercher le Lane Hudson du repêchage 2025 en L.G. Mooney? Ça ressemble à ça. Il me fait penser à celui-là, mais du côté de l'attaque comme joueur de centre. Simon Snake Boisvert a affirmé et a mentionné qu'il comprenait pas comment L.G. Mooney et Zarovski on peut être encore disponible lorsque le Canadien a parlé. Là. J'ai vu des highlights d'L.G. Mooney lors du camp des recrues. Ce gars-là, dans 2-3 ans, va être une bête. Là. Présentement, c'est 5 pieds 8, 180 livres. Rappelez-vous, quand on a repêché Lane Hudson, il y avait ma shape. Il est même mouillé, là. À cette heure, c'est une bête, ce gars-là. Là. Fait qu'L.G. Mooney, là, présentement, il a ma shape. Dans 2-3 ans, ça peut être un monstre, là. C'est un joueur de centre. Mais même regarde juste Cole Caulfield en ce moment. Il est pas grand, il est pas gros, là. Non. Il vient de scorer 37 buts. Les directeurs généraux, on dirait qu'ils se rendent pas tout à fait encore compte que passer même en deuxième ronde, honnêtement, là, tu peux aller chercher des plus petits joueurs. C'est pas tant un risque que ça, parce qu'il y a combien en pourcentage de joueurs repêchés en deuxième ronde qui feront une longue carrière dans la Ligue nationale de toute façon? Je vous pose la C'est mieux question. d'aller repêcher un gars d'énorme talent, puis d'y laisser la chance de grandir, de grossir, d'apprendre à jouer avec des gros bonhommes. Puis, tu sais, là, moi, je vois ça, puis c'est un gars qui va être capable de se faufiler entre des gros bonhommes. Je pense que, tu sais, c'est très semblable à qu'on a repêché Lane Hudson. On comprend pas comment il s'est ramassé là. Puis ça nous tombe dans les mains, puis c'est sûr que tu le prends rendu là. Puis je pense que tu en as parlé, le Zarovski, je sais pas trop comment son nom se prononce non plus, mais ça a l'air que Nick Bobrov l'avait dans ses choix s'il repêchait 16e ou 17e. Ça veut dire qu'il pensait qu'il allait sortir avant un choix de deuxième ronde. Il prenait en considération s'il était pas capable d'échanger les choix. Fait que ça aussi, c'est probablement un très bon choix. Je l'ai pas vu jouer, je peux pas donner une opinion complète, mais... Est-ce que le fait que le Canadien a été beaucoup en Russie lors de la dernière saison, comparativement à d'autres équipes,
est-ce que ça peut faire en sorte que le Canadien l'a vu un peu plus jouer comparativement à d'autres équipes? Là, parce qu'on le sait, là, c'est pas toutes les équipes, là, c'est pas tous les recruteurs qui vont en Russie avec tout ce qui se passe présentement. Donc, on a moins de vidéos, on a moins de séquences. Donc, est-ce que ça peut avoir favorisé justement Nick Bobrov puis le Canadien? Ben, pour ma part, tu sais, qu'est-ce que tu mentionnes, qu'est-ce qui se passe justement? Il y en a moins qui y vont, puis les Canadiens, ben eux, y vont. Puis c'est là qui peuvent faire peut-être des vols. Puis de ce côté-là, moi, il y a des très bons joueurs qui jouent en Russie, puis je suis très content qu'on l'ait repêché. Là. Si on a pu le voler par rapport à ça, ben c'est le Canadien qui va être gagnant dans 3 ans. Là. Mais d'après moi, ce gars-là, il va jouer haut, il va jouer dans le top 6 du Canadien. Là. Avant de passer aux transactions et aux signatures entourant là, les jours avant et après le 1er juillet, Cédric, je vais te poser une question parce que je sais que Danick rêve encore à son retour puis espère qu'il revienne dans l'organisation du Canadien. Est-ce que tu t'ennuies après ce repêchage-là de la brigade de Trevor Timmins? Non. Le message, la réponse est claire, Rien nette et d'autre. précis. Danick, tu m'as déjà dit toi, que Trevor Timmins, tu t'ennuyais de lui. Hein? T'es-tu malade, toi, Chris? Sur ces belles paroles, il est congédié à l'instant, tu peux quitter. Ok, c'est bon. On passe maintenant aux transactions et aux signatures entourant le 1er juillet. Quand on voit ce que les Sabres de Buffalo ont eu un retour de J.J. Peterka, est-ce qu'on se dit que le Canadien aurait pu viser J.J. Peterka à Buffalo? Je vous rappelle que Josh Doan et Michael Kesselring ont été donnés en retour de J.J. Peterka, qui par la suite a signé un contrat de 5 ans avec annuellement 7 700 000 $. Cédric? Je pense que les Canadiens sont allés chercher Noah Dobson en priorité, donc auraient probablement pas eu l'espace pour signer le contrat à J.J. Peterka. Je pense aussi que, tu sais, là, les Canadiens, le joueur qui me fait le plus penser à Josh Doan au niveau du Canadien, ça aurait été un Emil Heinemann qu'on a utilisé pour aller chercher Noah Dobson. Donc, je pense qu'on n'a peut-être pas cette pièce-là à l'attaque que Buffalo voulait avoir. J'ai pas vraiment de comparatif pour Michael Kesselring, honnêtement, avec le Canadien. C'est un défenseur de 2e, 3e paire. Je serais surpris que le Canadien ait voulu se séparer d'Alexandre Carrier après ce qu'il nous a donné la saison passée. Donc, je pense que le Canadien avait peut-être pas ce que Buffalo recherchait. Puis, je pense que, honnêtement, le Canadien n'avait pas un besoin énorme sur les ailes. Je pense qu'on avait un besoin à la défense à droite et un besoin au centre qui n'est pas vraiment comblé. Mais je pense que on va probablement repasser dessus. Ils ont quand même été chercher un upgrade à l'aile avec Bolduc. Donc, je pense que le Canadien n'avait pas nécessairement besoin d'aller chercher Peterka et n'avait pas nécessairement ce qu'il fallait pour combler un plus gros trou et aller chercher Peterka en plus. Voici les transactions avant le repêchage de la Ligue nationale. Minnesota qui a reçu un choix de 4e tour en retour de Frédéric Gaudreau à Seattle. Daniel Tarasov prend le chemin de la Floride en retour d'un choix de 5e ronde en 2025. Brendan Gaunce prend le chemin de Columbus en retour de Cameron Butler qui prend le chemin du Minnesota. Justin Sourdif qui prend le chemin de Washington en retour d'un choix de 2e et 6e ronde en 2026 et 2027. La transaction Noah Dobson en retour d'Emil Heinemann est le 16e et 17e choix du dernier repêchage de 2025. Voici les transactions qui ont suivi le repêchage maintenant. Charlie Cole, Miles Wood, du côté de Columbus, en retour de Gavin Brindley, choix de 3e tour en 2025 et un 2e conditionnel en 2025 du côté du Colorado. Les Kings ont échangé un défenseur prometteur et ça, je l'ai pas compris pour vrai. Puis je sais pas où on s'en va du côté des Kings. On est en train de créer la Montreal Mafia de 2021. On a échangé Jordan Spence au Sénateur en retour d'un 3e et 6e choix. Y a-t-il quelqu'un qui peut m'expliquer cette transaction-là? Ken Holland, c'est un épais. C'est tout. On va passer sur les contrats, je suppose aussi. Puis il a signé 2 contrats de marde en défense aussi, en échangeant un jeune défenseur pour faire un trou pour 2 vieux bonhommes, trop chers, trop longs. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait. C'était une force en plus des Kings l'année passée.
leur défensive est une grosse défensive, une défensive mobile. Là, on se ralentit, on se vieillit, on échange des jeunes, on laisse partir Gavrikov. Tu sais, honnêtement, là, il a donné l'argent que Gavrikov va faire avec les Rangers à Sissi puis Dumoulin, puis il a échangé Jordan Spence. Tu gardes Jordan Spence, puis tu gardes Gavrikov. T'as pas besoin de Sissi, t'as pas besoin de Dumoulin, puis t'as deux meilleurs défenseurs. Fait que je comprends pas qu'est-ce qu'il fait, ça me rend fou. Il a descendu son équipe au classement, selon moi, pour l'année prochaine. Juste avec ces moves-là. Effectivement, tu as tout à fait raison, mais les sénateurs, je pense qu'ils ont rajouté une bonne pièce maîtresse à leur défensive. Là. Je pense qu'à Ottawa, ils veulent continuer à ce qu'ils nous ont montré, qu'ils ont été capables d'aller en série, puis ils continuent sur cette œuvre. Hey, souvent, on a parlé que Kent Hughes volait les équipes adverses suite à des transactions. Là, je pense que les sénateurs viennent de voler les Kings de Los Angeles. Je veux revenir sur la transaction de Charlie Cole et Myers Wood du côté de Columbus. Columbus qui a raté les séries de peu. Moi, je trouve que, somme toute, là, c'est des bonnes acquisitions du côté des Blue Jackets. Vous en pensez quoi? Ouais, c'est quand même solide. On va chercher de la profondeur au centre avec Charlie Cole, puis un attaquant middle six, mettons, en Miles Wood. Puis je pense que Colorado, c'était pour faire de la place de masse salariale, de la place de roster. Je pense qu'on n'avait pas besoin de tous ces joueurs-là. On a vu Charlie Cole, ça n'a pas vraiment marché quand on est allé le chercher pour les séries. Donc je pense que un bon échange des deux côtés. Est-ce que Columbus vont avoir beaucoup de valeur pour qu'est-ce qu'ils ont donné pour les joueurs? Je pense que oui, honnêtement. Je pense que Charlie Cole peut encore donner du bon hockey à Columbus. Donc je pense que un bon échange des deux côtés, je pourrais dire que Columbus a peut-être gagné un petit peu l'échange en voyant les joueurs qu'ils ont reçus quand même. Ben, de mon côté, je pense que oui, les Blue Jackets, je pense qu'ils ont voulu. Ils l'ont gagné. Ils ont été chercher un gars qui était établi, l'expérience qui va amener aux jeunes pour quand même une jeune équipe. Puis je pense que les Blue Jackets veulent passer en série cette année. Fait que pour ma part, je pense qu'ils ont. C'est pour la raison qu'ils ont fait ce trade. Alors, vers d'autres transactions, Connor Timmins et Isaac Béliveau prennent le chemin de Buffalo en retour de Connor Clifton et un choix de deuxième tour en 2025 du côté de Pittsburgh. John Gibson, le Cerbère des dernières années à Anaheim, échangé à Détroit contre Peter Merasek, un 4e et 2e choix. Les Wings viennent de faire un solide coup avec John Gibson devant le filet, les gars. Ce qui me rend fou avec ça, c'est que tu regardes les Oilers, ils pourraient prendre, même Stuart Skinner, pour moi, a la même valeur que Peter Mrazek, ils ont ces choix de repêchage-là. Pourquoi qu'on n'est pas allé faire ça du côté des Oilers? Un super bon coup du côté des Red Wings, mais quand tu vois une équipe qui a un besoin incroyable entre les poteaux, comme les Oilers, tu vois le retour que Anaheim a eu. C'est pas un retour énorme. Je comprends pas pourquoi les Oilers sont pas allés là, mais un bon échange pour Détroit. Puis pour Anaheim, honnêtement, le retour était quand même assez solide pour eux qui ont déjà trouvé leur remplacement pour Gibson en Dostal. Danick? Non, d'accord. J'ai rien d'autre à dire. Allons vers d'autres transactions plus majeures dans la Ligue nationale de hockey. Nicolas Hague, qui était entouré de plusieurs rumeurs de transactions, a été échangé aux Prédateurs de Nashville en retour de Jérémy Lauzon et Colton Sissons. Vous voyez quoi tu sais, quand on regarde les Prédateurs de Nashville, là, on fait l'acquisition d'un gars comme Nicolas Hague. On s'en va dans quelle direction du côté de Nashville, selon vous, là? Je pense qu'on va dans la direction qu'il faudrait reconstruire. C'est là qu'il faut aller. C'est là qu'il faut qu'ils disent qu'on y va dans une reconstruction. Je pense qu'ils ont essayé de faire un grand reset. Ça n'a pas fonctionné. Mais je pense que... Hein? 100% d'accord. Fait que je pense que rendu là, ça n'a pas fonctionné. Ben, tu dois être franc avec tes partisans, puis tu y vas avec une reconstruction. Ouais. Parce que Barry Trotz, en fin de saison, avait dit attendez-vous à ce qu'il y ait du changement. Mm-hmm. Mais tu sais, au-delà du changement, faut que tu fasses des changements d'impact. Est-ce que Nicolas Hague va avoir un impact à Nashville? Non. Est-ce qu'on essaye de trouver le remplaçant d'Alexandre Carrier à Nashville? Moi, je pense que c'est peut-être ça, là. Peut-être, mais tu le trouveras pas. Même si tu le trouves, t'avances pas. Va-t'en dans une reconstruction. Il y a pas beaucoup de personnes qui vont vouloir aller jouer à Nashville. T'attireras pas de bon nom pour aller jouer là non plus. Puis t'attireras personne avec Justin met de la moutarde Barron, là. Et ce gars-là,
Je m'excuse, là, mais Carrier Barron, là, c'est sûr que les partisans l'ont toujours pas digéré, là. Il y en a une couple C'est qui ont clair. la couche pleine, puis elle a pas fini de se remplir, là. Il y en a qui À sont Montréal, frustrés, ça là. fait longtemps qu'on a digéré. Là, mais... Ah, Mais Ben, tu sais, pourquoi? même si l'idée c'est d'aller chercher le remplacement à Carrier, tu feras pas passer une équipe qui a fini quoi, 29e dans la ligue à une équipe de série avec un gars comme Alexandre Carrier. Là, c'est pas ça qui a propulsé le Non, Canadien. c'est sûr. Si on a Non, rajouté non, non. Patrick Laine, on a rajouté les Notun, on a rajouté Demidov en fin de saison. Tu sais, il y a pas mal d'affaires qui rentrent en bout de compte. Pourquoi que le Canadien s'est rendu en série, puis le Canadien n'était pas 29e dans la ligue l'année passée non plus. T'es quand même pas si loin que ça des séries comparativement à Nashville. Fait que là, moi, la question qui me vient, c'est est-ce que Nashville devrait penser à échanger des gars comme Marchessault puis des gars comme Stamkos qui ont signé des gros contrats pour finalement rien, des gars qui ont probablement pas envie, rendu à leur âge, de jouer au travers d'une reconstruction qui va être difficile à Nashville, honnêtement, parce qu'on n'a pas vraiment de super grosses pièces pour le futur. Je pense que ça serait une bonne idée de penser à échanger ces contrats-là s'il y a des équipes qui en ont besoin pour des gars qui vont être quand même des gars d'impact rendus en série. Je pense que ce serait une bonne idée d'y penser. Je vous pose une question qu'est-ce que- comme ça, les gars, là, parce qu'on parle des prédateurs de Nashville, puis tu fais d'échanger un gars comme Marchessault ou un gars comme Stamkos. Dans l'optique où Barry Trotz serait intéressé à garder du salaire du côté de Stamkos, est-ce que Stamkos pourrait être une option intéressante pour le Canadien à court terme sur un centre de deuxième trio si on retient du salaire du côté de Nashville? Ben, je pense que oui. Tu sais, le gars, l'expérience qu'il a, il a gagné des coupes cette année. Tu l'emmènes dans une équipe comme le Canadien, moi, je serais prêt à faire l'acquisition. On va se le dire, là, Stamkos, il est pas bien à Nashville. Là. Ben, Je la trouve pas oui. drôle, lui, là. Il a voulu le Personne cash, qui est puis bien là-bas, là, il a la tête Ben, d'un faufounes présentement, là. Ouais, tu sais, mais si tu te rappelles du juillet dernier, quand Marchessault a choisi Nashville pour gagner, Ouais, ils ont gagné une ronde de golf plus tôt. je pense que son pif s'est trompé. Ouais. Et son pif était bouché. Il aurait fallu qu'il passe S'il la était pompe avec à le nez, là. Canadien, il aurait goûté à des séries. Il aurait signé. Les gars, les Wings se sont débarrassés de Vladimir Tarasenko du côté du Wild du Minnesota. Mathias Maccelli prend le chemin de Toronto en retour d'un choix conditionnel de troisième ronde. Qu'avez-vous pensé de cette transaction-là? Maccelli était quand même un bon prospect du côté de l'Utah. Ben oui, c'est un très bon jeune. Moi, je l'aimais bien, ce prospect-là. Puis oui, c'est un très bon prospect. Je pense que c'est une très bonne acquisition pour eux. C'est vrai que t'as pensé Ouais, quoi? ben, je suis d'accord. Je pense que j'essaie de trouver Machelli joue quelle position exactement. Est-ce que c'est un C'est joueur de centre? allié Gauche. gauche. Ouais. Ok, donc c'est J'ai 72 pages pour d'ouvert moi, sur mon ordi. pour moi, on est allé chercher JJ Peterka. On n'a plus besoin d'un gars comme Machelli. Je pense que l'Utah ont beaucoup quand même d'attaquants d'impact qui sont quand même assez jeunes. Puis pour Toronto, ça va peut-être sonner un peu fou là, parce que je suis bien d'accord que c'est pas Mitch Marner, mais tu vas chercher un jeune qui est capable de développer des jeux, qui peut peut-être aider des joueurs à scorer. T'allais jamais être capable de remplacer Mitch Marner, mais c'est peut-être la chose la plus proche qu'ils vont avoir été capables de faire cet été. Donc pour moi, c'est quand même un bon move pour Toronto, un solide fabricant de jeux, pas trop vieux, qui pourrait peut-être connaître une bonne saison s'il est placé avec un gars comme Austin Matthews ou Matthew Nice. Mais justement, on n'a pas parlé de Mitch Marner avec les Golden Knights de Vegas. Un retour de roi. Mitch Marner, c'est 8 ans, 96 millions, 12 millions par année pour Mitch Marner qui prend le chemin de Vegas en retour de Nicolas Roy. On va en parler. Je vous nomme quelques signatures et on revient par la suite sur ces signatures en question. Sam Bennett, c'est fait, reste en Floride, 8 ans, 8 millions par année, 64 millions au total pour le joueur de 29 ans. Matthew Nice, 6 ans, 7,75 millions en moyenne par saison pendant 6 ans. Aaron Ekblad reste du côté de la Floride, 6 millions par année pour une durée de 8 ans. Evan Bouchard, je vais causer des mal de tête. Achetez-vous des Tylenol à Edmonton. 4 ans, 10,5 millions par année. On va le regretter. Oh, qu'on va le regretter. On a Stuart la zézette, puis Evan la zézette. Et que ça va faire mal du côté d'Edmonton. Brad Marchand dit salut à Boston.
Je reste en Floride. 5 250 000 $ par année pendant 6 ans. Moi, c'est ça qui vient me titiller un peu. Là. 6 ans? Brad Marchand? J'ai l'impression que dans 3-4 ans, ce gars-là va être en marchette. Là. Il va avoir mangé une coupe de tape sa gueule là, d'ici là, là. Honnêtement, il est mieux pas de sortir sa langue trop souvent pour licher les nez parce qu'il va en manger une. Je veux qu'on revienne sur Brad Marchand parce que, honnêtement, 6 ans, c'est sûr. ça. Alors, Le salaire en soi me dérange pas pour ce qu'il a donné, puis il y a encore du jus. Là. Mais 6 ans pour Brad Marchand, pas convaincu. Mais est-ce qu'il va arriver à la fin à terme du on y revient. là? Ivan Provorov, j'ai envie de dire que vu que le plan No Adoption n'a pas marché du côté de Columbus, on est allé du côté de Provorov. 8,5 millions pendant 7 ans. Thatcher Demko reste à Vancouver 3 ans. 8,5 millions. Logan Stankoven du côté de la Caroline s'entend pour 8 ans à 6 millions par année. Brock Bessers qui reste du côté de Vancouver 7 250 000 $, 7 ans. Donc par année 7,2 millions par année pendant 7 ans. Vladislav Gavrikov, on en parlait tantôt. C'est 7 millions par année pendant 7 ans avec les Rangers de New York et Nikolai Ehlers quitte Winnipeg. 8,5 millions par année pendant 6 ans. On va commencer par la signature là, de Mitch Marner parce qu'on veut en parler. Lui qui quitte finalement Toronto. Juste avant, je tiens à saluer là, tous ceux et celles qui sont venus sur notre live présentement. Donc Marc-André Gignac, Guy Bourque, Vladimir Sanin, Audrey-Anne Paquette, Chantal Archambault, Sonia Bellan, Elijah de Pombert. Donc, vous êtes salués. N'hésitez pas à répondre à notre question sondage qui est présentement. Êtes-vous content du travail de Kent Hughes et Jeff Garton suite au repêchage et du 1er juillet? Il va rester une question pour vous et je vais vous la poser là, à la fin de notre segment qui prend fin dans quelques minutes. Les gars, quelle a été la signature qui vous a surpris le plus? Et celle qui, selon vous, là, vous êtes d'accord, mais réticent en soi. Comme de mon côté, Mitch Marner, c'était écrit dans le ciel, j'étais pas surpris. Mais Brad Marchand, son 6 ans, il est venu me brûler les yeux un peu, là. Fait que, on va y aller avec Cédric pour commencer. La signature qui t'a frappé le plus, puis celle qui t'a mis un peu là, coup-ci, coup-ça, si je peux le dire de même. Ben, je sais pas trop celle qui m'a frappé le plus. Je pense qu'il n'y a pas eu d'énormes coups de circuit, mettons. Je pense que le contrat de Nikolai Ehlers a du sens. Pour moi, c'est pas trop cher. C'est pas un compte. C'est 6 ans, ça a de l'allure. Je pense que Gavrikov aussi, c'est une belle signature pour les Rangers. Solide défenseur défensif. La signature que j'en ai parlé, les signatures que je déteste, c'est les deux défenseurs à Los Angeles. Coup-ci, coup-ça, j'irais avec Mikael Granlund. Je pense que c'est beaucoup d'argent à Anaheim pour une équipe qui a une ligne de centre qui commence à être congestionnée. Honnêtement, quand tu rajoutes Granlund, tu as des gars comme McTavish, tu as des gars comme Leo Carlsson. Tu commences à congestionner ça pour tes jeunes. Je pense que c'était peut-être pas la meilleure des idées. Ça me fait penser que peut-être qu'on va voir un échange d'ici le début de la saison d'un gars comme McTavish. J'aimerais ça le voir avec le Canadien, c'est certain, mais on verra. Puis on parlait de Granlund comme étant un choix pour le Canadien. Quand tu vois qu'il fait 7 millions, je suis quand même content que ce soit pas le Canadien qui ait signé finalement, parce que je suis pas certain que c'est un gars qui est la solution à un poste de deuxième centre pour une équipe qui aspire à faire les séries. Tu sais, on va se poser des questions. Là. Est-ce que le Canadien va gagner la Coupe cette année? On s'entend qu'ils la gagneront pas cette année. Non. Tu changes Kirby Dach par Mikael Granlund. Est-ce que le Canadien gagne plus la Coupe cette année? Non. Donc, pour moi, c'est pas un joueur à 7 millions du tout. Mais en même temps, c'est pas un mauvais contrat pour une équipe qui est pas encore dans les séries. Je pense que c'est un bon vétéran. Fait au niveau d'un contrat que je suis coup-ci, coup-ça, je pense que c'est pas mal lui qui me vient en tête en premier. Danick? Moi, la signature qui me dérangeait le plus, c'est celle de Brad Marchand, comme tu en parlais. À 37 ans, tu y vas avec un contrat de 6 ans. Wow! C'est pas un Sidney Crosby. Je pense que un 2 ans à 5,5 À la limite, un millions 3 ans. Tu sais, 40 ans, ça va, mais franchir le 40 ans avec Brad Marchand,
Je suis non, vraiment mais vas-y pas avec- certain. Là. Vas-y avec un 2 ans à 37 ans, au pire, tu sais, si ça fonctionne pas, c'est pas si long. Mais là, 6 ans à 37 ans, c'est très, très long. Je vois. Yeah. Les Panthers, je pense qu'ils ont voulu garder le noyau. Je pense qu'ils ont déjà 2 coupes cette année de coller. Je pense que le noyau veulent poursuivre, peut-être en coller une troisième. Je comprends le principe, mais le 6 ans va être trop long. Je pense que, comme tu dis, à 40 ans, là, je pense qu'ils vont dire peut-être qu'on l'a signé trop longtemps. Autre transaction là, en lien avec le 1er juillet, les jours qui ont suivi. Cody Glass est entendu du côté de New Jersey. Mason Appleton prend le chemin du New Jersey. Emil Heinemann, pas du New Jersey, pardon, pour Appleton, mais de Détroit. Emil Heinemann s'est entendu sur un contrat de 2 ans avec les Islanders. Ensuite, Morgan Frost prend le chemin de Calgary. Gustav Nyquist du côté des Jets. Brent Burns, 1 an, 1 million avec Colorado. Dimitri Orlov prend le chemin des Sharks de San Jose. Les Sharks qui ont quand même été actifs là, viennent de signer aujourd'hui Jeff Skinner pour 1 an, 3 millions. Ouais. Anthony Beauvillier qui reste du côté des Capitals de Washington, 2 ans à 2,750 000 $ par saison. Alex Barré-Boulet prend le chemin du Colorado. Dimitri Voronkov signe un contrat de 2 ans avec Columbus. Jacob Dobesch, c'est 2 ans à 965 000 $ par année avec le Canadien. Hendrix Lapierre demeure avec les Capitals. Ensuite, Cam York s'entend 5 ans, une valeur de 25 millions, soit 5 150 000 $ avec les Flyers de Philadelphie par saison. Jack McBain avec l'Utah, c'est 5 ans. 4 250 000 $ par année. Je regarde les autres transactions. Josh Manson, 2 ans, 3 950 000 $ par année du côté du Colorado. Et je l'ai dit aujourd'hui, Jeff Skinner, 1 an, 3 millions avec les Sharks de San Jose. On s'en va où du côté des Sharks, les gars? On veut-tu mettre fin à cette reconstruction-là? On veut-tu essayer de s'éloigner du dernier rang sans faire les séries? Parce que clairement, on n'est pas rendu là, mais on s'en va où, là, du côté des Sharks? Je pense qu'on s'en va pour essayer d'entourer nos jeunes de vétérans qui ont du sens. Je pense surtout qu'on s'en allait vers le plancher salarial parce qu'on était quelque chose comme 12 millions en dessous du plancher avant le 1er juillet. Fait que c'est pour ça les gros contrats de Orlov, c'est pas un gars qui vaut, je crois qu'il est signé pour 6 millions et demi. Quelque chose comme ça. C'est pas nécessairement un gars qui vaut ça, mais à court terme, je pense que ça a du sens. Même un gars comme Jeff Skinner, on est allé remplir pour se rendre jusqu'au plancher pour pas avoir de pénalité. Puis t'entoures quand même tes jeunes de solides vétérans qui ont du sens, qui vont pouvoir les aider à se développer puis à grandir pour faire les séries dans les 2-3 prochaines années environ. Mitch Marner, du coup... Ah, vas-y, Danick. Non, mais c'était très bien dit. Qu'est-ce que tu dis, Cédric? Les Sharks, ils font juste s'avancer de la bonne façon. Est-ce qu'ils sont prêts à faire ça ou non? Mais comme tu as mentionné, ils veulent pas de pénalité. Puis ils avancent. Moi, je pense que ça va être une bonne équipe de hockey, les Sharks. Qu'avez-vous pensé de la signature de 8 ans, 96 millions de dollars? Mitch Marner à Vegas. Ce gars-là va avoir la belle vie à Vegas, là. Ciao, bye, Toronto, viva Las Vegas. Quelle acquisition des Golden Knights? Mais quelle acquisition? Tu sais, contre Roy, là, tu sais, j'ai rien contre lui, mais est-ce que ça valait 1 pour 1? Je crois pas. On n'a pas eu le choix du côté des Leafs. On voulait de quoi en retour? On n'avait plus le choix. Là. C'était le sentiment d'urgence. C'était là où tu le perdais pour rien bandit. Non, mais les Leafs, j'avais pas le choix de l'échanger où que Mitch Marner voulait aller. C'est ça qui est arrivé. Puis il devait prendre qu'est-ce qu'il devait prendre. C'était comme ça. Pour Mitch Marner, il était, je pense, dans une très bonne organisation. Je pense que c'est une organisation qui veut encore gagner. Puis en faisant l'acquisition de Mitch Marner, là, je pense qu'il va être bien entouré là-bas. Il a trouvé sa niche. Je pense qu'on va voir un Mitch Marner différent. Avec la nouvelle convention collective, les Golden Knights vont trouver ça dur, mais qu'il y ait du salaire, mais qu'il y ait une masse salariale en playoff, par exemple. Mark Stone est mieux de rester en santé. Ça, c'est sûr. Cédric, Mitch Marner à Vegas.
Je pense qu'il va être bien entouré. Je pense qu'il va avoir plus de chances d'avoir du succès en série. Est-ce que ça me donne le goût de vomir parce que c'est les Golden Knights qui ramassent encore tous les joueurs étoiles? Oui. Est-ce que ça me donne le goût de vomir parce que si Toronto avait pas rien échangé, il allait les accuser pour maraudage parce que Mitch Marner cherchait des maisons à Vegas une semaine avant? Oui. Puis est-ce que là, ce que je vais dire me donne encore plus le goût de vomir parce que tu parles de cap salarial en série. Je viens de voir aujourd'hui la statistique passée comme quoi en 2022, quand ils ont gagné la Coupe Stanley, il n'y a pas une game que Vegas aurait été par-dessus le cap salarial. Il fallait juste que je le mentionne. Parce que c'est comme la première équipe qui nous saute aux yeux quand on pense à ça, mais finalement, c'est plus la règle à Tampa Bay qui était quelque chose comme 10 millions au-dessus quand ils ont gagné la Coupe. Mais bref, ça m'écœure un peu de voir toutes les superstars se ramasser dans les. Tu sais, honnêtement, on dirait que ça s'en va dans les deux marchés, c'est la Floride puis Vegas. En ce Ouais. moment, on dirait que les joueurs veulent tout aller jouer en Floride, veulent tout aller jouer à Vegas. Je trouve ça dommage. Je pense pas que la Ligue peut faire quoi que ce soit contre ça, là. Il fait beau, il fait soleil, il n'y a pas trop de pression. Tu sais, c'est sûr que c'est le fun d'aller jouer là-bas. C'est juste qu'ils ramassent tous les joueurs tout le temps, puis je trouve ça dommage pour les autres équipes. Mais bon, pour Mitch Marner, il a son gros contrat à long terme, il a son argent, il a ses années, il a la place où est-ce qu'il voulait jouer, il va être bien entouré. Pas mal moins de pression un coup rendu dans les séries. Moi, je pense que honnêtement, je serais pas surpris si Vegas ramasse la Coupe Stanley puis c'est lui qui gagne le Conn Smythe, pour vrai. Je pense que il va avoir un vrai revirement quand on va arriver en série. On va voir que Mitch Marner, c'était pas nécessairement le problème à Toronto. Je pense que c'était la pression, le problème. Et Donc, un bon move pour Vegas. effectivement, là, tu sais, peut-être qu'on va voir le Mitch Marner qu'on avait vu dans l'équipe Canada. Je pense qu'on avait tout bien adoré son travail qu'il avait fait à côté de Sidney Crosby. Là, mais on va voir un autre Mitch Marner à Vegas. Mitch Marner du côté de Vegas. Les Oilers qui ont jeté de l'argent par les fenêtres. Evan Bouchard, 10,5 millions par année pendant 4 saisons. On est dans un sale pétrin du côté des Oilers. Et ça sent pas bon quand on parle de Connor McDavid. En tout cas, lui doit avoir le goût de flyer sur un heureux temps. Chapeau à Bill Zito du côté des Panthers qui a ramené Bennett, Marchand et Ekblad. Et honnêtement, ça me fait de la peine de dire ça, mais je pense que les Panthers de la Floride s'en vont pour un all-in 3 en 3. Là. Je vois pas comment cette équipe-là va se faire arrêter. Là. Effectivement, puis j'aime ça de dire jamais 203, puis je le dirais cette année, parce que j'ai le feeling, je pense que la troisième, elle va être collée. Puis ça serait écœurant que ce soit contre les Golden Knights en finale de la Coupe Stanley. Hey, Marner en finale de la Coupe. Oh! Finale Ça de la Coupe. serait-tu magnifique? Contre les Panthers de la Floride. Puis là, il gagne la Coupe, puis il la ramène à Toronto. Ça serait... Ça que- serait magnifique. Parce que la seule Coupe Stanley qu'Austin Matthews peut soulever dans sa vie, c'est celle qui est au temple de la renommée. Sur ces belles paroles, Mais Marc-Olivier, Oui. j'aurais aimé t'entendre sur la meilleure acquisition des Maple Leafs de Toronto en Michael Pezzetta. ouf. Écoute, là, tu viens de ramener un gars qui rêvait de porter les couleurs de Toronto. Un gars qui vient de là-bas. Un gars qui espère que la passerelle va être aussi haute que celle du Sandbell. Honnêtement, là, ils ont probablement le meilleur mangeur de roteux de la Ligue nationale en Michael Pezzetta. Ils ont dévoré des hot dogs. Le gars, là, il pourrait gagner le concours des mangeurs de roteux. À travers la Ligue nationale, ça doit être une légende. Lui, il connaît la quantité exacte de beurre qu'il faut dans le popcorn. Il est prêt. Il sait ce qu'il veut. Il a dit, j'ai hâte d'enfiler le chandail des Leafs. Profite-en, mon gars, parce que tu l'enfileras pas longtemps. Tu l'enfileras pas souvent. En gros, 3 minutes par game, t'es mieux de te donner parce qu'il y a 1 minute par période. Tu vas voir qu'il fait fret sur le banc. Michael Pezzetta est un bon coéquipier dans la chambre. Ça, c'est sûr. Mais c'est pas un gars de Ligue nationale de hockey. Là. Non. Puis je me demande même s'il y aurait du succès avec les Marlies en bas. Là. Mais moi, Danick, je veux que tu me parles de la bombe qui a explosé dans l'organisation du Canadien. Caden Primo prend le chemin de la Caroline. C'est n'importe quoi, man. C'est vrai qu'il est découragé. Bon, sur ce, Ah, on a passé
Le Il tour. manque quelque chose. Il manque quelque chose. Zachary Bolduc. On en a pas parlé. On n'en a pas On n'a parlé. pas parlé Pas de par notre boy Bolduc. Ok. Ça a passé par-dessus ça. Oh, 2 minutes. oh, ouais, non, non. Et anyway, la LCF, ça va nous prendre 15 minutes. On va te rouler ça comme jamais. Le Canadien de Montréal, suite à l'acquisition de Noah Dobson en retour d'Emile Heinemann et le choix de première ronde, 16e et 17e au total, ont fait l'acquisition lors du 1er juillet de Zachary Bolduc en retour de Logan Mailloux. Lorsque j'ai vu le trade, j'ai écrit à Cédric. J'ai fait ouf. Pas sûr de celle-là. Parce que dans ma tête à moi, je savais pas encore où on s'en allait avec Logan Mailloux. Puis après réflexion, après que Cédric m'a dit hey, on vient d'avoir Dobson. Mailloux, salut. J'ai fait comme ouais. Logan Mailloux, salut. Zachary Bolduc, possiblement sur le top 6 du Canadien la saison prochaine. Parlez-moi de l'acquisition de Zachary Bolduc. Et on le voit où la saison prochaine? On le voit-tu comme centre du deuxième trio? On le voit-tu à l'aile avec Demidov puis potentiellement un Kirby Dach ou un Alex Newhook au centre du deuxième trio, à moins que Kent Hughes mette un peu de poussière à l'étoile puis aille nous chercher un centre de deuxième trio ailleurs? On voit quoi de l'arrivée de Bolduc? Puis on le voit où avec le Canadien la saison prochaine? Son arrivée, moi, je le vois dans le top 6. Est-ce que je le vois au centre? Non. Je pense que Ken Hughes pourrait sortir une baguette magique. Il est encore tôt. On est encore tôt avant le camp d'entraînement. Voilà, Mais je pense 9h10, là, il est plus tôt. Là. Il va nous sortir peut-être une... Sérieux, pas regarde. C'est Il va nous que, sortir. là. Tu m'as tout déstabilisé. C'est vraiment niaiseux. Tu m'as fait perdre que Il y a j'allais un rapport dire. avec, pour ma part, Bon. ça va bien aller. Incroyable. Vas-y, Cédric, man. Plus capable. Comme j'ai écrit à Marco, quand on a été chercher Dobson, pour moi, le besoin, même à long terme, de Logan Mailloux était fini. Là, on a signé Dobson pendant 8 ans. T'as plus de place pour un grand défenseur offensif avec un gros lancer. T'as été chercher ton Dobson, tu l'as. Il est déjà établi. Plus besoin de Mailloux pour moi. Fait on fait un bon échange. On va chercher un allié qui, pour moi, va avoir un impact pas mal plus gros que le monde pense. Je suis peut-être un des plus gros fans de cette transaction-là. Pour moi, euh, j'haïrais peut-être pas ça le voir jouer au centre. Il a parlé qu'il travaillait sur ses mises en jeu, mais ça, faut pas le prendre comme étant un joueur de centre. Demidov travaille sur ses mises en jeu. Slavkovski travaille les mises au jeu. Ils veulent avoir deux gars qui sont capables de prendre les mises au jeu sur chaque trio. Je le vois comme l'autre allié sur le deuxième trio avec Kirby Dach, parce que je ne veux plus jamais voir, honnêtement, Laine et Kirby Dach jouer ensemble, parce que ça a juste l'air de deux traîneux de pied. Mais quand ils sont séparés, Kirby Dach nous a montré qu'il était capable d'être solide. Ça a beau avoir duré juste 2 games, mais il y a 2 ans, il était le meilleur joueur sur la glace pendant les 2 premières games du Canadien, Kirby Dach. Fait que là, pour ceux qui jouent à NHL GM Mode, vous saurez que quand tu mets un playmaker, un sniper puis un power forward ensemble, ça donne plus 5 de chimie. Fait que t'as sur ton premier trio Suzuki ton playmaker, Caulfield ton sniper, puis Slavkovski ton power forward. Lui, il a pas Pour pesé moi, dans son sur le line-up. deuxième trio, non, Pezzetta, il mange le hot dog d'instant, comme tu as dit tantôt. Sur le deuxième trio, pour moi, Bolduc, c'est un gars qui est capable d'être un power forward. C'est pas un petit bonhomme, il est capable de jouer physique, capable de sacrer en avant du but puis scorer sur des retours. C'est ton power forward. Kirby Dach est capable, s'il se remet, puis si on croit ce que Kent Hughes puis Jeff Gorton nous disent depuis le début de l'été, qu'il est en avance sur sa cédule de recouvrement de sa blessure, il patine bien, il a l'air en forme. Pour moi, c'est ton playmaker sur le deuxième trio. Puis Demidov, on le sait, il est capable de compter des buts. Fait que tu as ton scoreur sur le deuxième trio. Ça donne le luxe aux Canadiens d'avoir un tireur d'élite comme Patrick Laine qui va jouer des minutes réservées sur un troisième trio, qui va jouer sur le power play puis qui va quand même te compter 20-25 buts. Fait que pour moi, je pense que Bolduc prend cette place-là sur le deuxième trio pour limiter les minutes à Patrick Laine, il donner plus de jus sur le power play puis le laisser faire son jeu simplement offensif sans avoir besoin de s'en faire avec. T'sais, parce que honnêtement, si tu joues avec Kirby Dach, il va avoir, au moins pour le début de la saison, la notion de falloir probablement réparer ses erreurs. Tu veux pas que ce soit Patrick Laine qui répare les erreurs à Kirby Dach, ça va juste être pire, honnêtement. Ça va Fait chier. que, tu mets Bolduc à cette place-là, je dis pas que Bolduc c'est un joueur, un vétéran, là, mais je pense que ça va être plus utile défensivement. Fait que pour moi, je le vois aussi dans le top 6 sur le deuxième trio.
Très d'accord. Oui, très d'accord Easy. avec toi. Puis tu as soulevé un bon point avec le fait qu'on veut pas voir Kirby Dach avec Patrick Laine sur le même trio. Ça reste, oui, deux gros bonhommes, mais c'est pas deux gros bonhommes là, qui fonctionnent ensemble. Donc, potentiellement, un Bolduc, Dak et Demidov pourraient faire des flamèches. Pour vrai, j'espère vraiment qu'on va voir le vrai Kirby Dach au début de la saison. Celui qui, justement, là, quand tu l'as dit, il y a 2 ans, était tout feu, tout flamme lors des 2 premiers matchs de la saison. J'espère qu'on va revoir ce Kirby Dach-là, parce qu'il y a du potentiel, le gars. Mais là, j'ai l'impression que c'est un do or die pour Kirby Dach cette saison. Ouais. Le sort de Kirby Dach est entre les mains de Kirby Dach dès le début de la saison. Kent Hughes attendra pas 6 mois avant de bouger. Ça prend un mois ou 2, c'est pas convaincant. À la limite, début décembre, C'est terminé. c'est terminé. C'est terminé. Il va se retrouver à l'aile sur un 3e trio, il va être échangé, mais on n'aura pas le choix de bouger. Parce que potentiellement, si tu fais les playoffs, mes plus grands respects à Alex Newhook, mais tu iras pas loin en série avec Newhook comme 2e centre dans ton top 6. Non. 3e centre, je suis à l'aise avec Evans à 4. Ouais. Mais ça te Effectivement, prend ça- quelqu'un de solide, pis c'est pas Kirby Dach, ça va être à l'extérieur. Ouais. Pour ton point de Bolduc, t'as soulevé un bon point. Bolduc travaille ses mises en jeu comme n'importe quel joueur. Ce n'est pas un centre naturel, il a déjà été dans le passé. S'il est tombé à l'aile, c'est pas pour rien. Fait qu'attendez-vous pas à voir Bolduc au centre, il sera pas là pour ça. Ça va être un gars d'énergie, un gars qui va frapper, un gars qui potentiellement va jouer sur la 2e vague d'avantage numérique, un gars qui peut scorer, on le sait. Ça va être une bougie d'allumage, une vraie. Ça sera pas un Michael Pezzetta qui va jouer 3-4 minutes. Ça va être une vraie bougie d'allumage. Le gars, il va frapper. Puis je pense qu'un autre bougie d'allumage qu'on n'a pas parlé, qui pourrait potentiellement Sammy Blais. peut-être jouer, c'est Sammy Blais. Ouais. Sammy Blais Ouais. pourrait potentiellement jouer sur un 4e trio. Parce que là, faut pas oublier une chose. Là. Heinemann est parti. Dvorak est parti. Yoel Armia est parti. Josh Anderson n'a pas mal fait la saison passée. Pour moi, il a connu une de ses meilleures saisons avec le Canadien depuis qu'il est arrivé. Voir Anderson sur un 3e trio pourrait ne pas me déranger dans l'optique où Sammy Blais s'amène sur le 4e trio. Fait que le 4e trio, je veux pas te couper, mais ce serait Gallagher, Evans Et Blais. et Sammy. Ouais. Ouais. Ton 3e trio ressemblerait à quelque chose comme Anderson, Newhook Laney, et Laney, Laine. puis Evans. C'est pas un mauvais trio tant qu'à moi, là. Newhook, Anderson, Laine, ça peut être de quoi de pas si pire, là. Newhook amène de la vitesse, Anderson va dans les coins, puis Laine, ben il Donne bouge encore pas. plus de vitesse. Laine, on le sait, sa manette de PlayStation elle a pas de batterie et... Attends. Lui, il a vu Ovechkin faire ça une fois, puis il s'est dit, c'est beau, moi je reste là. Fait que... c'est ça. Effectivement. Lui, il boit de la bière, mais il avance pas. Ovi, il boit de la bière, puis il avance. Fait que, des fois, Ça, c'est vrai. faut pas suivre ce que nos idoles ils font. C'est débile, pareil, quand tu penses ça. Hein. C'est fou, hein? J'y ai vu, les gars, petite parenthèse avant qu'on finisse ce segment-là. Cette semaine, une photo d'Ovi à la plage avec sa bédaine de bière. Puis le lendemain, il était au gym. Là. Tu fais comme... Tu peux pas croire que ce gars-là, avec une bédaine de bière, a battu le nombre de goals de Gretzky. C'est terrible. C'est fou, hein? C'est Ce terrible. gars-là, bédaine Hein? de bière. Il a la shape à Robin Leonard. Puis il pète tous les records. J'ai jamais vu ça. C'est hallucinant. C'est incroyable. C'est incroyable. Ouais. C'est excellent. Ben, on y va-tu pour une petite prédiction des boys? Ben là, moi j'en avais une pour vous. Si t'en as une après, on peut la faire, Danick. Là. Avec les départs et les arrivées entourant les joueurs du Canadien, êtes-vous optimiste en vue de la prochaine saison pour potentiellement une place en série à nouveau? Oui. À combien de pourcentage, mettons? 60%. OK, fait que t'es confiant et c'est le bord d'être brûlé. OK, Cédric? Je me trouve dans le même bateau, honnêtement.
j'ai envie d'être optimiste. J'ai envie de croire en cette équipe-là. Je pense qu'on reprend la même équipe que l'année passée finalement. Fait que tu te dis que tu auras des bonnes chances de refaire les séries encore. Mais quand je regarde les Blue Jackets, on est passé en série dans les spots d'équipes repêchées. Ça inclut les deux divisions. Faut pas juste penser de notre bord des choses. Il y a la métropolitaine aussi. Je suis peut-être même un petit peu moins confiant que Danick, mais selon moi, là, je pense que si le Canadien prend un petit pas de recul cette année puis qu'on manque les séries, c'est pas la fin du monde parce que pour moi, si on manque les séries cette année, dès l'année prochaine, on va s'approcher d'être vu comme des vrais prétendants à une Coupe Stanley, honnêtement. Est-ce que je pense qu'ils vont faire les séries? Je crois que sont encore peut-être une meilleure équipe que Columbus. Je vois pas d'autres équipes dans la métropolitaine passer par-dessus. Les Rangers, peut-être, c'est ça qui va être serré. Je pense qu'il y a beaucoup d'équipes dans la course aux équipes repêchées. Tu as encore les Sénateurs, tu as encore Columbus, tu as encore les Rangers, tu as encore les Canadiens. C'est déjà 4 équipes qui vont être très serrées au classement, mais je pense que je me retrouve aussi à 60% optimiste que les Canadiens vont faire les séries. De mon côté, si on regarde les départs, Heinemann est parti, Armia est parti, Dvorak, Dieu soit loué, est parti. Armia, ça m'aurait pas... De le garder, ça m'aurait pas fait J'aurais pas été frustré de voir Armia rester. J'aimais bien ce qu'Armia donnait aux Canadiens. Dvorak, c'est 5,4 millions. Et... Ouais. Je vais aller le porter à l'aéroport, c'est correct, tu peux y aller. Pour elle, d'après moi, Brière, il en a pris de la bonne le matin. Là. Effectivement. Où il a Si voulu aider le Canadien. Si on regarde les arrivées, Dobson, qui remplace Savard, entre guillemets. Sammy Blais et Bolduc, qui remplacent Armia et Dvorak. Heinemann, je dirais. Heinemann, ouais. Moi, je vois plus Kirby Dach comme remplaçant à Dvorak vu qu'il n'a pas joué de la saison. Kirby Dach pour Dvorak, Armia, Bolduc, Heinemann, Blais. J'ai envie de dire qu'on s'est amélioré. Ben oui, on s'est amélioré. Imagine si Kirby Dach il est vraiment le Kirby Dach. Tu vois, avec Kirby Dach, on met si, puis le si, il y a 100 I à côté. Mais hey. on peut-tu laisser le bénéfice du doute jusqu'au camp d'entraînement? Je vais être le gars le plus patient. Mais si, en décembre, ce gars-là sent les faufounes, il va s'en aller. Ça c'est sûr. Comme qu'on a dit tantôt, c'est là où non, c'est d'oreille. Écoute. Je t'écoute. J'ai des vidéos que Bidak Patine semble être à l'aise, semble être bien, tant mieux. Si le gars il est hot, on va être hot. Pour ma part, comme dirait Danick, sur ces belles paroles, je suis entièrement d'accord avec toi. OK, mesdames, messieurs, le segment 100% hey, ma prédiction. C'est quoi ta prédiction? On va... Hey, by the way, j'ai pas donné la mienne, là, mais moi, je me mets à 50-50. Me brûle pas. 50-50. Ça fait playoff. Let's go. Fait que nous trois, on y va. Combien de buts que Zachary Bolduc va scorer avec le Canadien? Moi, je dis 25. Je vais y aller à 20. Il y a 2 points d'interrogation sur ce trio-là. Par exemple, si tu me dis que Kirby Dach va jouer toute la saison avec Bolduc sur un deuxième trio, que Demidov va avoir une bonne saison recrue, il va en compter probablement 25 puis peut-être même plus, honnêtement. C'est un gars comme Demidov, un gars comme Kirby Dach, mais je pense que si on tempère nos expectations, j'ai parlé en anglais, mais c'est pas grave. Mettons je pense qu'entre 20 et 25, vous êtes pas mal dans le bon range. Je pense que je suis d'accord avec vous autres. Je pense qu'il a déjà compté 20, 19 l'année passée. Donc pour moi, un 20-25, je pense que ça a beaucoup de sens. Faut dire qu'il en a scoré 19 l'année passée, dans les 30 dernières games de la saison. Il en a compté 13 dans les 20 quelques. Fait que là, dites-vous qu'il risque de starter la saison avec Demidov et Dach sur un deuxième trio, puis il risque de jouer là toute l'année, à moins qu'il y ait une blessure, je touche du bois, ou que ça aille vraiment pas bien. C'est possible qu'on décide de le faire commencer sur un troisième trio aussi, puis qu'on donne la chance, après un camp d'entraînement complet à l'année, de starter sur un deuxième trio. Je vois pas ça comme une impossibilité. Anderson, Bolduc, mais je pense que peu importe, mais c'est ça que j'allais dire, je pense que peu importe, il est au moins capable de te donner 15 buts facile, même s'il joue sur le troisième trio. T'sais, Gallagher a compté 20 buts cette année sur le troisième trio. Anderson a compté
proche de 20 aussi, si je me trompe pas. Au-dessus de 15, en tout cas, il me semble, sur des 3 4e trios. Fait que je pense que peu importe sur quel trio il se trouve, soit il va être un marqueur peut-être un peu plus de premier plan, s'approcher plus de 25, soit il va être un marqueur de profondeur, arriver encore à 20, encore une fois. Je pense qu'on peut dire chez Canadien que présentement, on a 2 troisième trios. On a une possibilité de 2 troisième trios, puis qu'on n'a pas de 4e trio présentement. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, là. Parce que si Gallagher donne ce qu'il a donné la saison passée, puis qu'Anderson donne la même chose, puis Evans, la même affaire, je m'excuse, mais on a une première, une deuxième, puis 2 troisièmes. Effectivement, si on met tout ça dans le bateau, puis tout le monde roule comme il devrait rouler, Ouais. Chris Ward. Ouais, on choisit Puis pas le l'option Titanic, par exemple, d'Anderson. ça va couler. Non, j'ai pas dit Pocket non plus, tu comprends? Tu fais un je comprends. déplacement, ça va pas bien, là, Pocket, arrête. Ah, c'est cheap. Tu commences à être vieux. T'as quel âge, Pocket? Trop vieux. Non, t'as Trop quel vieux. âge? Ben là, écoute, j'ai l'âge d'un père de 2 enfants, avec double âge, là, j'ai 48 ans, 52 Effectivement, ans. la bédaine s'en vient. Ouais, ça s'en vient. Je m'en vais te Mais rejoindre. qu'est-ce que je te dis? Avec Anderson et Bolduc, ça va être fatigant à jouer contre ce trio-là. Ouais. Ah, tabarnak. Ouais. Ça tendrait pas pour t'entendre, il est temps que ça finisse. Pourquoi tu m'as demandé d'abord à toi? Parce qu'on t'aime, Danick, on t'aime. Sur ces belles j'aime paroles, mieux. mesdames, messieurs, c'est ce qui close finalement ce segment 100% LNH du haut de la passerelle. Un segment qui finalement prendra une pause pour le restant de l'été et reviendra en force vers la fin septembre lors de l'ouverture des camps d'entraînement et les matchs pré-saison où nous serons de retour avec vous. Mais attention! Ce n'est pas terminé malgré avoir dépassé de plus de 24 minutes ce segment qui était plus qu'intéressant. Étiré par quelques niaiseries quand même, mais toujours plaisantes. On s'en va maintenant du côté du segment 100% LCF, le segment de la Ligue canadienne de football. Mais juste avant, Danick, merci d'avoir été au rendez-vous. Ça fait plaisir. Puis... on se retrouve en septembre, les boys. Yes, Ciao. sir. Ciao. Et on reste là avec la voix mielleuse de votre échic avant, Cédric Paquette, pour parler de la Ligue canadienne de football. Dans les dernières minutes qui nous restent, on va revenir avec la semaine 4 et la semaine 5, les affrontements qui avaient eu lieu. Dans la semaine 4, Edmonton qui s'est incliné contre Winnipeg 36-23. Montréal s'est incliné contre les Ticats 35-17. On va y revenir là-dessus. Saskatchewan 37-18, la victoire contre BC. Toronto 29-16 contre le Rouge et Noir d'Ottawa. Semaine 5, Winnipeg 37-16, victoire de Calgary. Les Argos qui sont inclinés 51-38 contre Hamilton. BC qui l'a emporté au stade Percival Molson 21-20. On va y revenir, ça aussi, là, la fin de match qui a eu une tournure assez inexplicable, j'ai envie de dire. Edmonton, 39-33 sur le Rouge et Noir. Présentement, la semaine numéro 6, il y a seulement 3 matchs. Les Alouettes et les Blue Bombers sont en congé. Saskatchewan qui s'est incliné 24-10 contre Calgary. Ottawa, c'est en cours présentement là, au premier quart, 7-0 contre Hamilton. On revient dans la semaine 4 et 5, Cédric, du côté des Alouettes de Montréal. En l'absence de Davis Alexander, McLeod Bethel-Thompson, corps arrière des Alouettes qui est en relève. Le premier match contre les Ticats dans la semaine 4 n'aura pas été celui espéré, une défaite de 35-17. Qu'est-ce que tu as retenu de cette rencontre-là? Je pense que j'ai retenu que peut-être que Bethel Thompson était rouillé. Peut-être que je pense qu'on a pris Davis Alexander pour acquis au début de la saison. Ça n'a pas été facile défensivement non plus. Je peux pas mentir et dire qu'on a été une très bonne équipe défensive non plus. Ça a été un match difficile. Je ne m'attendais pas à voir les Alouettes avoir leur première défaite aux mains des Tiger Cats. Écoute, ça fait deux semaines environ que le match est passé, fait que c'est moins frais dans ma mémoire, mais je me souviens de penser là, distinctivement là, que Davis Alexander me manquait déjà à ce match-là,
que j'espérais le revoir la semaine d'après, et c'est pas ce qui est arrivé, et on va parler du résultat Ouais, quand on va arriver à la semaine 21-20. Le match qui s'est décidé à la toute dernière, dans les dernières secondes du quatrième quart finalement. BC qui l'a emporté 21-20. Et après le match, il y a eu une explosion, bagarre générale. On va commencer par la rencontre. Ce que tu as retenu justement de la performance de Bethel Thompson en absence de Davis Alexander qui ratait une autre rencontre. Qu'as-tu pensé de cette rencontre-là? C'est là que je pouvais comprendre la rouille dans le premier match, mais là, dans le deuxième match, j'ai été déçu, honnêtement, de Bethel Thompson. 192 verges, c'est pas beaucoup. C'est pas un match que tu veux avoir. On avait besoin d'aller chercher une victoire avant la petite pause. Là. Je pense qu'on aurait voulu s'en aller à une semaine de vacances étant 4-1-0 et non pas 3-2-0. C'est une très grosse différence, honnêtement. Être à un match de 500 ou à 3, c'est énorme dans le football. Là. C'est un match par semaine, il faut pas oublier ça. C'est long de se faire rattraper quand tu as 3 victoires par-dessus ton nombre de défaites. Là, on en a juste une. Donc, pas un bon match, encore une fois, de Bethel Thompson. Je comprends bien qu'il fait son possible. Il a pas joué du début de la saison. Mais un deuxième match de suite, je pense que la rouille aurait dû être partie. Ça s'est joué sur la fin sur une pénalité stupide, honnêtement. Quand les Alouettes ont pris les devants avec un botté, il y a eu des poussées sur la ligne de mêlée. Les Alouettes ont eu une pénalité, ont dû kicker de 15 verges plus proche de leur zone de toucher. Ça a donné 15 verges d'avance aux Lions qui se sont rapprochés assez pour un 3 points à leur tour. Donc, pour moi, c'est sûr qu'il y a plusieurs raisons pourquoi les Alouettes ont perdu. Il y a un touché que Marc-Antoine Dequoy s'est enfargé dans la ligne de 20 verges et s'est cassé la gueule par en arrière, qui a laissé le gars tout seul. Si tu veux pas voir ça d'un des meilleurs safety de la ligue, c'est sûr. Mais quand tu vois ça du tout au tout à la fin de la game, les Alouettes avaient été la chercher jusqu'à temps qu'un joueur de ligne prenne une pénalité honnêtement inutile et stupide, ce qui a coûté le match au final. Bagarre générale qui s'en est suivi après qu'un joueur des Lions ait tenté de rentrer dans le vestiaire des Alouettes, à ce qui paraît, et que Isaac Adeyemi Berglund n'a pas aimé ça et l'a fait sortir assez rapidement. Donc, la bagarre là, qui a pris en avant du vestiaire des Alouettes par la suite. Un joueur suspendu du côté des Lions et 2 joueurs mis à l'amende du côté des Alouettes. Je pense pas de suspension pour Montréal, heureusement. Du côté des Alouettes, si on venait qu'à voir une absence se prolonger du côté de Davis Alexander, est-ce que tu crois que Danny Machocha devra se virer sur une scène rapidement et peut-être aller trouver là, un plan B, vu là, que McLeod Bethel Thompson, c'est peu convaincant? Je pense qu'avant de voir pour un plan B, on pourrait peut-être essayer Caleb Evans, qui avait pas mal fait. Pas l'année passée, l'autre d'avant, je pense qu'il était venu en relève à Vernon Adams. J'essaie de me souvenir si je dis pas des niaiseries. En tout cas, je sais que il a quand même pas mal fait. C'est peut-être dans des matchs de pré-saison aussi qu'il avait quand même bien joué. Donc je pense qu'avant de procéder à une transaction ou essayer d'aller chercher un corps arrière par signature ou quoi que ce soit comme ça, je pense qu'on pourrait laisser une chance. Cependant, je pense que ce qu'on faisait, vu la fiche de 3-0 des Alouettes, on laissait les 2 dernières semaines avant la pause. À Bethel Thompson pour laisser Davis Alexander prendre du repos pendant près d'un mois. Je pense que comme ça, il va pouvoir revenir à 100% dès la semaine prochaine. Je pense que c'était ça l'idée derrière ça. On se retrouve en plus contre Toronto qui a un mauvais début de saison. Donc on pourrait se relancer avec un retour de Davis Alexander, un match contre Toronto après une belle pause. J'espère le revoir. Sinon, je suppose qu'on va laisser peut-être une dernière chance à Bethel Thompson avant de se retourner vers Caleb Evans. Voici... Mais, je pense qu'on va voir Alexander. Parfait. Voici le classement dans l'Est et dans l'Ouest là, après la semaine numéro 5. Puisqu'avec la semaine numéro 6, c'est pas totalement à jour. Montréal qui est toujours premier dans l'Est avec 3 victoires et 2 défaites. Premier dans l'Est, Hamilton, Toronto et Ottawa qui suit. Ottawa et Toronto à 1 et 4 pour les 2 équipes. Du côté de l'Ouest, Saskatchewan qui est toujours invaincu, 4-0, 8 points. Premier dans l'Ouest, Calgary qui suit avec Winnipeg à 3 et 1. La Colombie-Britannique à 2 et 3 et Edmonton à 1 et 3. On vous rappelle que présentement... C'est pas tout à fait à jour. Non, c'est ça, c'est pas à jour Calgary exactement. ont battu Saskatchewan aujourd'hui, en fait. Donc, Calgary sont à 4-1-0 égal avec Saskatchewan, donc ils sont passés premiers dans l'Ouest. Oui, aujourd'hui, c'est vrai, j'avais en pas fait. vu ça. Donc, Puis là, Hamilton, c'est pas terminé encore, mais Ottawa sont en train de... C'est 20-16 au 4e quart, présentement. Au niveau des statistiques, au niveau des statistiques par la passe, Nick Arbuckle qui est toujours premier avec 1449 verges par la passe pour Levi Mitchell qui est deuxième. Vernon Adams, Trafford et Nick
Rourke qui complète le top 5. Au sol, Willett, Miles, Butler, Thomas, Arlington et Peterson qui complètent le top 5. Et au niveau de la réception maintenant, Lauer du côté d'Hamilton, Coxey du côté de Toronto, Hatcher et McInnes du côté de BC et Sneed complètent le top 5 du côté des Alouettes de Montréal. Il reste un match au niveau de la semaine 6, BC contre Edmonton. Demain, 19h, présentement un match en cours. Ottawa mène 7-0 au premier quart contre Hamilton. Semaine numéro 7. Allons vers nos prédictions. Toronto-Montréal. Si Alexander est absent, je me range du côté de Toronto. Si Alexander est là, je me range du côté de Montréal. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que Davis Alexander va être de retour après 3 semaines de congé quand même. Donc, je vais me ranger du côté de Montréal, mais c'est sûr que s'il n'est pas présent, je vais être beaucoup, beaucoup moins confiant en mon choix. Calgary-Winnipeg. Calgary va l'emporter. Je suis d'accord avec toi là-dessus aussi. Une belle performance contre Saskatchewan. On les a tenus à 10 points. Donc, pour moi, Calgary sont sur un beau début de saison avec Vernon Adams Jr. Puis vont continuer sur cette lancée-là. Même si les Lions de la Colombie-Britannique auraient été premiers dans l'Ouest, premiers dans la Ligue, je n'ai aucunement confiance en Nathan Rourke. C'est donc pourquoi je me range du côté de la Saskatchewan. Ça va être plate un peu nos prédictions parce que je suis d'accord avec toi encore une fois. Saskatchewan aussi a un très bon début de saison. Ont complètement planté Toronto la semaine passée. Donc, pour moi, c'est aussi la Saskatchewan qui vont passer par-dessus BC. On est présentement du côté d'Hamilton où les Ticats reçoivent le Rouge et Noir et la semaine prochaine, on inverse les stades et on s'en va du côté d'Ottawa alors que les Ticats vont rendre visite au Rouge et Noir d'Ottawa. Bon, il est difficile de faire une prédiction parce qu'il y a un affrontement présentement qui se joue entre ces deux équipes-là. Je regarde le classement présentement. Les Ticats qui sont deuxième dans l'Est à 2-2. Ottawa qui est bon dernier à 1-4. Ticats qui surprenamment ont quand même un bon début de saison. On fait beaucoup de points. La défensive donne également beaucoup de points par moment. Semble tenir le fort plus que l'an passé. C'est pourquoi je vais favoriser les Tiger Cats au Rouge et Noir d'Ottawa pour ce match-là. Je suis d'accord avec toi. Présentement, on est en train de voir Ottawa qui sont sur la voie de la victoire. C'est pas terminé encore, évidemment. Mais je pense que encore plus, si Ottawa l'emporte cette semaine, je pense qu'Hamilton va arriver avec le couteau entre les dents à Ottawa pour aller prendre une revanche contre le Rouge et Noir. Voilà un tour d'horizon rapide dans la Ligue canadienne de football. Cédric, je veux revenir sur les Alouettes rapidement avant qu'on se laisse. Bon, on le sait là, Davis Alexander qui manque à l'appel, blessé depuis 2 matchs. McLeod Bethel Thompson qui est en relève présentement. À défaut du corps arrière qui est peu convaincant, les Alouettes sont 3-2 après 5 rencontres. Comparativement à l'an passé, c'est un début de saison qui est correct. Qu'est-ce que de ton côté, là, tu verrais qui est à ajuster du côté des Alouettes comparativement à l'an passé? Je trouve que la défensive donne peut-être un peu trop de jeux explosifs par moment. Mais sinon, somme toute, honnêtement, je pense que quand on regarde ça, les Alouettes ont commencé 3-0-0 avec 3 matchs avec Davis Alexander, se blessent dans le 3e match, puis on perd les 2 prochains, les 2 qui ont suivi, dans le fond. Je pense pas que c'est une coïncidence du tout. Là. Je pense qu'on a trouvé en Davis Alexander un excellent corps arrière, et là, ça paraît quand on le perd au combat. Je dis, là, la défense laisse quand même des jeux explosifs. C'est pas non plus la pire défensive de la ligue du tout. Loin de là, on a quand même des très très bons demi-défensifs, des très très bons safety, des bons joueurs de ligne. Je pense que il y a quand même certains nouveaux joueurs, il y a quand même des ajustements qui doivent être faits, qui ont été sensiblement faits dans les 3 premiers matchs. Comme j'ai dit, on est quand même bien parti. C'est un peu écrasé après la blessure à Alexander. Est-ce que c'était un coup sur le moral aussi, probablement, pour au moins le premier match? Donc, je pense qu'il n'y a peut-être pas grand-chose à ajuster. Je pense que le problème, c'est qu'on a bâti la ligne à l'attaque des Alouettes autour de Davis Alexander pendant l'été. Les joueurs qu'on a re-signés, les joueurs qu'on est allé chercher, pour un corps arrière qui est capable d'être mobile avant de lancer le ballon. Bolivar Mitchell n'est pas capable. Bolivar Mitchell ou McLeod Bethel Thompson, excuse-moi, on les mélange tout le temps. Ah, on les mélange tout le N'est temps. pas capable de courir et de lancer.
quand il fait 2 pas, c'est une course. Fait que ça, c'est difficile pour une ligne à l'attaque des Alouettes qui est habituée à un corps mobile, même avant de lancer, pas nécessairement sur des courses. Donc, je pense qu'il y a ça qui rentre en ligne de compte aussi. Tu sais, Davis Alexander est un corps arrière très, très, très complet, tandis que Beto Thompson est un gros bras qui court par moment quand il est vraiment sous pression. Des fois, part trop tard et court clairement pas aussi vite non plus. De la difficulté à rouler à gauche, à droite avant d'effectuer ses passes. Donc, je pense que le plus gros point négatif présentement qui retient les Alouettes dans les 2 derniers matchs, c'était la position de corps arrière. Faut pas oublier non plus que vraiment, je pense que les Alouettes avaient ce match-là contre BC si c'était pas de la pénalité en fin de match. Je pense que on se retrouverait avec une fiche de 4-1-0 quand même. 100% d'accord avec toi. Je te pose une question absolument pas pantoute. Les Alouettes ont manqué leur coup au niveau du marketing en ayant libéré le joueur Don Callis. Écoute, C'est hallucinant. au niveau marketing, je peux te le donner, mais les Alouettes ont beaucoup, beaucoup de demi-défensifs. Tu sais, c'est pas un gars de qui on avait besoin. On vient de re-signer Deontay Ruffin, ne serait-ce que la semaine passée, si je me souviens bien. Donc, c'est une position à laquelle on n'avait pas besoin d'un joueur comme Callis. C'est toujours très drôle à dire, par contre. Donc, oui, niveau marketing, peut-être qu'on l'échappe un peu, mais je pense que les Alouettes sont pas dans une mentalité où ils ont besoin de marketing. Je pense que l'équipe est peut-être dans un pic de popularité là, depuis un moment là, à cause de la victoire de la Coupe Grey. Je pense qu'il y a plus d'engouement autour de l'équipe depuis cette victoire-là. Donc, je pense que c'est sûr que du côté marketing, c'est peut-être le meilleur nom de la LCF. Puis c'était la meilleure équipe où être signé pour un gars qui a un nom comme Callis. Fait que oui, côté marketing, c'est triste un peu, mais je pense que c'était un move logique pour les Alouettes niveau football. 100% d'accord avec toi. 1h39 minutes exactement de show ce soir qui a débuté dès 20h en ce 12 juillet 2025. Petit résumé de la soirée pour ceux et celles qui vont regarder en rafale là, cet épisode qui sera disponible dès qu'on aura terminé ce direct. Eh bien, dès 20h, on était au rendez-vous avec Danick Boudreau et Cédric Paquette en retour sur le repêchage 2025 de la Ligue nationale de hockey. Le 1er juillet, la date des joueurs autonomes dans la LNH. Les transactions, les signatures. On a parlé également là, de tout ce qui entourait le Canadien de Montréal, les acquisitions, les changements et ce qu'on prévoit pour la saison prochaine. Ensuite, rapidement, un tour d'horizon à 21h30 environ. On est allé avec la LCF, segment premier et les buts. On a parlé de l'actualité de la LCF, tour d'horizon de la semaine 4 et 5, tour du classement statistique et nos prédictions en vue de la semaine numéro 7 dans la Ligue canadienne de football. On vous rappelle que les Alouettes sont toujours en attente de confirmation à savoir si Davis Alexander sera de retour à son poste au stade Percival Molson jeudi le 17 juillet prochain, alors que les Alouettes recevront la visite des Argonauts de Toronto. Cédric, merci beaucoup d'avoir été là. Merci de me recevoir. Mesdames, messieurs, en mon nom et celui de toute l'équipe du podcast Échec Avant, on vous souhaite une excellente fin de soirée et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao! C'est l'échec avant où le sport s'anime. Des débats passionnés, des moments sublimes. Du hockey de la NHL au touchdown de la NFL. On vit chaque instant, brille intensément. Les statistiques en main, on décrypte chaque jeu. Des frappes de la MLB au but ambitieux. La MLS qui monte la CFL en force. Chaque discipline nourrit nos échanges, nos ressources. C'est plus qu'un micro, c'est un rendez-vous. Une équipe, une passion, un esprit fou. On plonge dans les faits, on questionne, on apprend. L'échec avant.